Bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce cinéma, celui des cinéastes de l'ARP. L'ARP, c'est un collectif de plus de 200 cinéastes qui sont auteurs, réalisateurs et producteurs et qui œuvrent depuis bientôt 40 ans pour soutenir et promouvoir la liberté de la création, la diversité culturelle, la transparence et la transmission. Alors soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée de la création, la 6e. Je voudrais adresser quelques remerciements. Pour commencer, un immense merci à nos partenaires pour leur accompagnement et leur fidélité. Merci Netflix qui soutient ces soirées de la création depuis leur origine et qui rend possible ces rencontres autour du cinéma. Merci à nos partenaires presse, le film français, Écran Total, MediaQuest, Satellifax et Bande à part. Ces soirées sont captées et retransmises sur le site de l'ARP grâce à la précieuse collaboration de Harry et grâce à Élise et Morgane, deux jeunes professionnels talentueux et très très sympathiques formés à l'ESSEC. Merci aux intervenants d'avoir accepté de partager leur expérience et leur regard. Et merci à Margot Barallon d'animer cette table ronde. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette nouvelle soirée de la création, en particulier Camille et Nathan, et aux équipes du cinéma des cinéastes, Sophie, Arnaud, Martin et Louis. Avant de commencer, je vous propose d'ouvrir vos agendas et de noter d'ores et déjà la prochaine soirée de la création, qui se déroulera le 4 mai à 19h30 dans ce cinéma et qui sera consacré au documentaire ou comment créer avec le réel. Mais retour à notre sujet du jour. Ce soir, nous sommes réunis autour d'une étape fascinante dans la création d'un film, sa sortie. Autrement dit, le moment où le film prend vie en rencontrant son public pour la première fois. Et pour que ce moment existe, se met en place une véritable constellation au service du film. Réalisateurs, producteurs, distributeurs, graphistes, attachés de presse, exploitants, chacun y joue un rôle essentiel et contribue à cette naissance collective. Nous avons la chance d'accueillir ce soir des intervenants qui connaissent parfaitement cette mécanique, les coulisses, les arbitrages, les choix stratégiques de la sortie d'un film, et ils vont partager avec nous leurs expériences, leurs imprévus, leurs anecdotes, les surprises et les miracles qui font qu'un film advient. Alors découvrons ensemble comment, au moment de sa sortie, un film prend vie et devient une création portée par celles et ceux qui l'a créé, la fabriquent et l'incarnent. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup Caroline pour cette introduction. Comme Caroline le disait si bien, une sortie, c'est un processus éminemment collectif. Et autant on sait de plus en plus comment se fabriquent les films, autant on n'est pas forcément conscient de comment s'organise leur sortie. Ça se pense très tôt. Ça s'organise aussi visuellement, médiatiquement. C'est évidemment une stratégie, la distribution, qui va même, on le verra, au-delà aujourd'hui de la salle seule. Et puis, une sortie, c'est une confrontation avec la critique, avec le public. C'est une histoire aussi un petit peu mystérieuse parfois, des accidents et des miracles qu'on ne sait pas toujours expliquer. En tout cas, c'est toujours l'affaire de plein de gens et je suis vraiment ravie d'en avoir 9 autour de moi ce soir. Je commence donc juste à ma gauche avec vous, Christophe Rossignon. Vous êtes producteur. Eh bien oui, parce que vous êtes le plus proche de moi. Mais vous avez juste à dire bonsoir pour l'instant. Oui, d'accord, ça me va alors. Bonsoir. Vous êtes producteur, on vous doit notamment... La haine de Mathieu Kassovitz, vous avez aussi produit plusieurs films de Stéphane Brisé, de Philippe Lioré et ceux récemment d'Édouard Bergeon. On va en reparler. Et de Christian Carion, qui est un membre de l'ARP. Carion, tout à fait. Mais de plein d'autres gens. Ah oui, d'accord. Vous avez quand même une filmographie assez impressionnante. Je sais pas. Florence Narosny, bonsoir. Vous êtes attachée de presse et vous avez aussi une filmographie impressionnante puisque ça fait 30 ans que vous accompagnez de nombreux films.
On peut citer, ne serait-ce que la semaine dernière, L'île de la demoiselle, mais aussi L'attachement, César du meilleur film tout de même, et puis Jane Austen a gâché ma vie de Laura Piani, que je présente dans un instant. Nous avons aussi avec nous Pierre Jolivet, réalisateur, scénariste, une vingtaine de films à votre actif. Le dernier, c'est Les algues vertes, avec Céline Salette. Bonsoir. Bonsoir. Laura Piani, vous êtes également réalisatrice et scénariste. Votre premier long métrage, donc Jane Austen a gâché ma vie, est sorti l'année dernière. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et j'ai aussi gagné ma vie avec Jane Austen, donc ça marche. Je vous remercie. François Clerc, vous êtes producteur et distributeur, dirigeant d'Apollo Film. Bonsoir. Enchanté. Sonia Mariol, juste à côté de vous. Certains vous connaissent comme Sonia tout court, qui est en fait le nom de votre entreprise. Vous êtes créatrice de bandes-annonces, un métier absolument passionnant dont vous allez évidemment nous parler ce soir. Bonsoir. À côté de vous, Martin Bourboulon, réalisateur. On vous doit Papa ou Maman 1 et 2, Les Trois Mousquetaires 1 et 2, mais aussi Eiffel. Et votre dernier film en date, 13 jours, 13 nuits, qui a été présenté hors compétition à Cannes l'année dernière, si je ne me trompe pas. Bonsoir tout le monde. Et à côté de vous, c'est Christine Beauchemin-Flo. Vous êtes directrice et programmatrice du cinéma Le Select à Antony. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et enfin, Ridgeman, vous êtes le cofondateur et le directeur de création de Risk Studio. Votre travail, tout le monde passe devant tous les jours puisque vous concevez les affiches des films. Quelques-unes. Bonsoir. Beaucoup. On va en voir quand même beaucoup. Donc merci beaucoup à toutes et tous d'être là ce soir. Alors je vous propose de commencer par le commencement et de revenir donc au début, à savoir l'écriture d'un film. Je vous propose d'ailleurs de regarder d'abord une bande-annonce et on en parle juste après. Cette bande-annonce, c'est celle des algues vertes. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ? Oui. D'après ce qu'on sait, Thierry va quitter l'entreprise vers 8h. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine. Mon fils, il était tout noir. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mais l'enquête continue, non ? C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête à Madame Leroux. Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça ? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler. Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal... Et tu tomberas toujours mal. L'acharnement, ce que vous faites ! Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre. Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire. Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro. Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture ? C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Vous savez ce que c'est, la vraie violence ? C'est le prix du lait. 30 centimes le litre, depuis 30 ans. Tes reportages, ils font trop de remous. Les écolos vont encore nous faire chier. Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens. Faites attention à vous quand même. Nous sommes en guerre, Madame Leroux. C'est une vraie et grande guerre économique. Faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre. C'était donc la bande-annonce de votre dernier film, Pierre Jolivet. Alors, ma première question, lorsqu'on écrit un film, est-ce qu'on pense déjà à sa sortie ? Pas du tout. Non, pas du tout, sinon on se tirerait déjà une balle dans la bouche. Non, évidemment pas. On est concentré sur l'écriture, sur le sujet. On essaye de voir à quel point le sujet nous correspond, à quel point on est prêt à y passer 2 ou 3 ans de sa vie. Déjà, c'est la première chose en face d'un sujet. Est-ce que je suis prêt à y consacrer 2 ou 3 ans de ma vie et à garder pendant ces 2 ou 3 ans assez d'envie, assez de jus pour aller jusqu'au bout de la route. Donc ça, c'est le plus important. Et puis après, on se dit, est-ce que ce sujet-là peut en intéresser d'autres ? Mais c'est vrai qu'en écrivant le scénario, je ne me suis jamais posé la question de la sortie du film.
Mais quand on est avec un distributeur, évidemment, qui est en amont du film, et ça, évidemment, François en parlera mieux que moi, un distributeur, qui est aussi souvent coproducteur, lit le scénario. Lit le scénario, est un partenaire du film. Il donne une avance pour que le film se fasse. Donc, je pense que c'est plus à François d'en parler, parce que sans doute que dans sa tête, déjà, il y a la petite graine de comment on va sortir le film. Parce que moi, j'ai dans la petite graine de comment je vais le fabriquer. Mais le distributeur, lui, il a dans la graine qu'un jour, je vais lui amener le film fini. Et lui, il faudra qu'il le vende. Il faudra qu'il arrive à créer du désir pour le plus grand nombre, à travers un certain nombre de méthodes, de médias, de communication. Et ça, c'est véritablement le rôle du distributeur. Mais au moment où je ne fais pas le film, non, je fais le film, je n'y pense évidemment pas. Alors, on vous pose forcément la question, François, mais peut-être vous aussi, Christophe, en tant que producteur, à quel moment est-ce qu'on positionne finalement un film ? Il n'y a pas une règle générale, une façon de faire. C'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à l'école en disant il faut commencer là ou pas. Parfois, oui, ça arrive qu'on y pense tôt, dans des conversations avec le distributeur, et maintenant tous les réalisateurs y participent. On ne va pas remonter 50 ans en arrière, mais dans le passé, les réalisateurs, les producteurs n'étaient pas très présents lors de la promo des films. Maintenant, c'est courant. C'est-à-dire à partir du moment où on dit à un distributeur, tu sais, tu ne verras pas en réunion de promo le réalisateur, ou moi j'y serai pas, on te livre la copie, comme on disait, la copie pellicule, et après tu vis ta vie avec le film, et on sera content de venir à la soirée chiffre. Ça n'existe plus, ça. Donc oui, parfois on a des conversations très en amont, pour fixer une date très en amont. Martin peut vous parler de ça. Probablement que sur certains des films qu'il a fait, la date a été fixée très tôt. Et puis, du coup, parfois, on réfléchit avec l'attaché de presse ou avec quelqu'un comme Redgeman pour faire une affiche pendant le tournage, c'est-à-dire profiter des acteurs pour faire des photos spéciales, particulières. Donc il a fallu que quelqu'un comme Redgeman fasse un dessin, un croquis, et oriente le photographe pour lui dire « je voudrais telle et telle et telle photo pendant le tournage », profiter que tout le monde est là. Donc, mais il y a des fois, non, on attend que le film soit monté, fini, pour le montrer aux partenaires, à tous ceux qui participent, comme à Sonia Toucourt. Et puis, c'est sur le film fini qu'on se dit, alors, à qui ça s'adresse ? Quand est-ce qu'on va le sortir ? Comment ? Et voilà. Il y a une histoire entre Christophe et nous. On se connaît depuis très très longtemps. Et un jour, quand on s'est parlé, je lui ai dit, Christophe, ça fait 19 ans qu'on essaie de faire un film ensemble et on n'y est toujours pas arrivé. Ça fait 19 ans que tu m'envoies des scripts. Et au bout de 19 ans, on a décidé d'en faire un. Et il se trouve que ça a été Louise Violet, qui a été une aventure incroyable, qui nous a d'ailleurs donné très très envie de retravailler ensemble, d'abord parce qu'on ne sait plus, et ensuite parce que le film a marché, et ça c'est aussi important, c'est-à-dire qu'il faut que le couple marche, mais le fait que le film marche fait fonctionner le couple. Je trouve qu'il y a un truc très intéressant, c'est que vous avez mis les producteurs à ma droite et vous avez mis une exploitante à ma gauche, et le distributeur est vraiment à cette position-là, c'est-à-dire qu'il y a les films qui arrivent par là. Martin, tu devrais être un peu à ma droite, mais bon, bref. Et nous, on va essayer de les communiquer aux exploitants qui sont à notre gauche. Pour parler, en fait, pour revenir à votre question, en fait, c'est assez simple. Il y a en France, dans les organisations syndicales, en France aujourd'hui, il y a près de 1000 producteurs, d'accord ? En France, il y a 2200 exploitants, dont 1300 font de l'arrêt essai. Mais le paysage français, c'est 2200 exploitants, 6500, 6600 écrans. Voilà. Au milieu, il y a, dans les organisations syndicales, il y a 100 distributeurs. Sur les 100, il y en a 30 qui font 97% des entrées chaque année. Donc, pour vous donner une idée de ce qui se joue, c'est d'abord que vous avez 1000 producteurs qui développent, et 1, 2, 3, 4 projets. Donc, ça veut dire que par an, il y a à peu près 3-4 000 scripts qui sont dans une certaine forme de maturité et qui essaient de comprendre par quel distributeur ils vont devoir passer pour atterrir dans les salles. La première réflexion, je pense, mais là je vais redonner la parole à Pierre et à Christophe, c'est quand ils ont un script entre les mains, avant le public, il y a aussi avec quel distributeur je vais travailler. Et ce quel distributeur je vais travailler, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'argent, c'est-à-dire quel est le niveau de budget. Quand Martin fait un film, le cinéma qu'il fait, qui est un cinéma très ambitieux,
très cinématographique, ample. C'est un cinéma qui a besoin d'un distributeur très à l'aise financièrement, voire le mieux disant financièrement, et puis aussi d'un distributeur qui a une capacité à vendre les films à l'international, donc plutôt un studio. Tu fais des films de studio, même si tu as envie de faire d'autres films. Nous, on est sur une ligne plus française. On a une ligne éditoriale. Je pense qu'on a une ligne éditoriale, et quand Pierre s'adresse à nous, quand Christophe s'adresse à nous, il questionne cette ligne. C'est-à-dire, est-ce que le film que je fais est pour vous ou pas? J'aimerais qu'il soit pour vous, mais il y a aussi un questionnement, et d'ailleurs on peut lire des films qui ne sont pas dans notre ligne, mais où le producteur essaie de comprendre quelle va être à la fois l'ambition économique du film et à la fois le type de salle auquel il va s'adresser, parce que les distributeurs ne s'adressent pas au même type de salle. De manière assez simple, un distributeur qui est comme Haut et Court, qui est très arrêt essai, s'adresse beaucoup plus facilement et simplement au Select à Antony, parce que c'est une salle qui passe des films recommandés à arrêt essai. Le cinéma que nous faisons est beaucoup plus tourné vers les 250 multiplex. Les 250 multiplex, c'est 12% des salles, mais c'est 57% du chiffre d'affaires en exploitation aujourd'hui. Donc c'est une autre ligne, une autre voie et une autre manière d'aborder les films. Je peux répondre. Oui, je crois que ce que dit François, quand on est avec un producteur et qu'on cherche un distributeur, c'est la mise en place d'un compagnonnage. Il faut qu'on soit d'accord sur le film qu'on a envie de faire, qu'il y a un désir commun. Et la sortie du film est le résultat de la qualité de ce compagnonnage. Ce compagnonnage qui aura lieu de la lecture du scénario jusqu'au rush, jusqu'au montage. Et si le compagnonnage a été harmonieux, réussi, inventif, en général, on peut réussir la sortie du film. Voilà. Sans porter de jugement, mais ça m'est arrivé de ne pas m'engueuler, mais de poser un désaccord sur la table avec des confrères producteurs qui, pour eux, un distributeur, c'est un financier parmi d'autres. Voilà. Je comprends qu'on puisse faire passer Canal+, la télévision en clair, comme France Télévisions, TF1, M6, pour des financiers. En même temps, c'est la deuxième vie du film. C'est pas négligeable. Ce ne sont pas que des financiers. Il faut les considérer un peu pour ce qu'ils sont. C'est pas la même chose que de diffuser par TF1 que par France Télévisions. Mais pour moi, alors absolument pas. Le distributeur n'est pas du tout un partenaire financier, mais vraiment pas. Qu'il y contribue, ok, mais plein de fois j'ai fait 100. Et donc c'est un partenaire de compagnonnage. Il faut s'entendre sur le film, il faut se comprendre en amont, il faut être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Il n'y en a pas beaucoup des distributeurs, comme l'a dit François, et il faut faire avec celui qui est adapté au film que vous voulez faire. C'est très important. Et c'est en cela que le réalisateur ou la réalisatrice intervient aussi en amont, qu'on emmène chez le distributeur en disant faut aussi que tu arrives à communiquer au distributeur qu'on va choisir ce que tu veux faire, comment tu vas le faire, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. C'est pas la même chose. Ils sont tous bons. On a des bons distributeurs en France, mais voilà, ils font pas tout à fait les mêmes films. Ils n'ont pas la même ligne éditoriale. Et il y a des distributeurs. Vous avez un film d'auteur, vous trompez pas de distributeur parce qu'il doit être attaché à des salles à réessayer. Je pense pas que quand Pathé vous appelle et vous dit j'ai un film d'auteur à réessayer pour vous, vous dites quoi, Pathé, t'es gentil, mais tu fais pas le cinéma qui est pour moi, quoi. Donc il n'a pas le lien. Il a pas le savoir-faire avec vous. Alors que Diafana, Apollo, tu l'as, il n'y a pas de problème. Mais et d'autres, Haut et Court, ils l'ont. Voilà. Pardon. Alors, on va peut-être regarder une deuxième bande-annonce et juste après, on en parlera notamment avec vous, Martin Bourboulon. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Je rejoindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre Éminence. Milady. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver.
La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Mousquetaires. Vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. C'était donc la bande-annonce pour les 2 volets des 3 Mousquetaires. Alors, plusieurs personnes ont mentionné l'importance du compagnonnage. J'ai l'impression que c'est quand même vraiment votre façon de fonctionner. Martin, vous êtes souvent avec le même producteur, Dimitri Rassam. Comment ça se passe justement ? Est-ce que, comme le sous-entendaient certains intervenants avant, sur des gros films comme ça, est-ce qu'on pense la sortie très très en amont ? Comment vous la pensez avec lui et évidemment avec le distributeur Pathé ? Donc rebonsoir à tous. Oui, vous l'avez mentionné, moi j'ai fait donc 6 films, dont 5 avec Dimitri et 6 avec le studio Pathé. Et depuis le début qu'on travaille avec Dimitri, c'est une relation amicale, mais évidemment très professionnelle aussi, qui s'est inscrite dans la durée. On essaye, en tout cas moi j'essaye de cultiver toujours le désir et l'envie de me confronter à des genres de films un peu nouveaux ou différents, de passer de la comédie comme mes premiers films à celui-ci ou d'autres. Et je rebondis sur ce que disait Pierre. Moi, je suis avec un producteur qui aime bien mettre le feu ou la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que sa grande spécialité, sa grande force aussi, c'est qu'il fait le tour de tous les partenaires financiers en disant alors, j'ai une très bonne nouvelle, on sort les Mousquetaires en avril. Et les mecs disent mais alors, mais c'est quoi les Mousquetaires ? C'est avec qui ? Bah, c'est avec tout le casting. Génial, mais quand est-ce qu'on peut le scénario ? Ah, il n'y a pas le scénario encore. Donc son truc, c'est vraiment de mettre en place des projets avec une dynamique et une force de conviction très, très, très influente. Et donc, je rebondissais par rapport à la sortie. Après, sur le compagnonnage, je crois qu'on s'accorde tous ici ce soir à dire qu'il est absolument indispensable. Et quand on est réalisateur, ce qui est un peu particulier, c'est que quand on nous présente le plan marketing ou la manière dont on imagine sortir le film, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Au fond, le réalisateur est le moins bien placé pour avoir son avis tout de suite. Voire le moins à titre personnel, parce que c'est toujours extrêmement violent. C'est déjà assez violent de découvrir ces images dans les roches. Et de découvrir ces images dans une bande-annonce, ça l'est encore plus. Et on a tout un travail intellectuel, je trouve, important à faire. En tout cas, je parle pour moi, un réalisateur, et j'ai partagé ça avec quelques collègues. Il faut réapprendre à redécouvrir ces images parce qu'elles sont utilisées de manière assez différente. Au fond, là, on vient de le voir dans cet extrait, c'est les 2 films qui sont mélangés. Les associations de plans que j'avais moi-même imaginées dans le film ne sont pas du tout celles qui sont respectées, et c'est pas grave. Ce n'est d'ailleurs pas la musique du film. C'est pas forcément l'architecture rythmique que j'ai imaginée à certains endroits. Il y a cet effet Kouletchov du cinéma assez connu où finalement on fait raconter à des images des choses qui ne sont pas forcément celles qui sont dans le film. Et tout ça n'est pas grave. C'est juste que c'est un peu un petit viol quand même quand on est réalisateur et qu'on découvre sa première bande-annonce. Et il faut réussir, et Sonia le sait parce qu'on a fait un film ensemble, à tout de suite essayer de rebondir et de se dire au fond, on ne me demande pas de savoir si je suis content que les images sont dans ce sens-là, mais quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter pour rebondir sur ce travail marketing. Mais j'y arrive de mieux en mieux à essayer de prendre une distance avec ça. On a fait plusieurs films avec Reg aussi. Donc voilà, mais tout ça dans un compagnonnage, évidemment. Est-ce qu'il y a justement une tension entre, d'un côté, la vision très artistique du film, qui est plutôt la vôtre, et cette stratégie, y compris marketing,
qui expliquerait que finalement, vous êtes peut-être, enfin, vous le disiez vous-même, pas très bien placé pour donner votre avis sur la stratégie de sortie. Je pense c'est le paradoxe, on est à la fois pas les mieux placés, mais on est assez indispensable quand même dans le circuit. Et au fond, rien ne pourrait se faire complètement si j'étais... moi, je suis pas coproducteur de ces films-là, mais naturellement, et du fait de notre relation, je cite aussi Arda Vansafé et Jérôme Sédou, qui sont aussi très présents dans le processus, et toutes les équipes naturellement de Pathé. S'il y avait vraiment une bande-annonce que je ne pourrais pas supporter et qui m'empêcherait de dormir, personne ne me dirait c'est pas toi qui décides. Tout ça se fait en bonne intelligence. Puis c'est une confrontation de convictions, c'est pas des tensions. C'est des confrontations de convictions qui arrivent à des moments ou des décisions qui sont, à l'arrivée, le seul but de tout le monde, c'est qu'on crée du désir chez les gens. Mais je n'ai jamais rencontré de tension, des discussions, de venir en douce chez Sonia, reprendre un petit truc de montage à l'image près pour avoir l'impression que ça change tout, alors qu'en fait, ça ne change rien, en pensant que Dimitri n'était pas au courant, sauf qu'il sait très bien que je suis venu aussi. Mais voilà, mais c'est ensemble qu'on fait ça toujours. Alors, on va revenir après sur le travail de Sonia. Vous pourrez nous raconter un peu plus en détail comment vous débarquez sans prévenir. Mais Laura, je voulais vous poser la question, puisque vous avez fait récemment votre premier long métrage. Est-ce que, justement, qu'est-ce que vous avez découvert au-delà de ce à quoi vous pouviez vous attendre sur tout l'aspect artistique, donc vraiment l'écriture, le tournage et tout ça, sur cet aspect un peu plus stratégique, marketing de la sortie? Est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous avez apprises à ce moment-là? Bonsoir à tous. Alors moi, je n'ai fait qu'apprendre en fait. Quand on fait un premier film, on apprend tout le temps, et je pense que le prochain, j'apprendrai encore, parce que je crois que chaque film est différent. Moi, je n'ai fait qu'apprendre, mais aussi parce que les conditions de ce premier film étaient très particulières, parce qu'on a un distributeur qui a permis au film d'exister, qui a fait faillite en cours au début du montage. Donc on s'est retrouvés, voilà, je me souviendrai toujours, je suis arrivée dans cette salle de montage, il y avait la monteuse, et puis la productrice m'a appelée en me disant « Bon alors, tout va bien, on n'a plus de distributeur, mais il ne tient qu'à nous d'en faire une bonne nouvelle. Ok, donc on monte. Tu montes, et puis quand on sera prête, on verra. On va trouver un autre distributeur, c'est pas la peine de montrer le film avant, c'est pas la peine de paniquer. C'est pas la peine de paniquer, ok. Voilà, donc du coup, en fait, c'était génial parce que grâce à ce distributeur qui a malheureusement fait faillite, mais qui a eu la grande élégance de nous le dire très vite, donc qui ne nous a pas coincés, moi j'ai monté ce film dans une liberté totale avec la monteuse et la productrice qui venait régulièrement. Mais comme c'était un film d'auteur à petit budget, il y a plein de répercussions à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas les moyens de faire une projection avec des distributeurs. On a fait une projection de mix où on a invité des distributeurs. Et ça, en général, pour un réalisateur, il vaut mieux pas être dans la salle. Moi, on m'avait prévenu parce que les distributeurs, quand ils viennent, ils peuvent partir au bout de 5 minutes quand c'est pas pour eux. 10 minutes, une demi-heure, etc. Donc, et en fait, voilà, je n'ai fait que vivre ce genre de choses parce qu'il y a eu un problème technique le jour de cette projection de mix. Donc, il y a 12 distributeurs qui sont venus et le fichier son faisait sauter le fichier image. Donc, moi, j'étais allongée au dernier rang, par terre, dans le noir. Enfin, c'était un cauchemar. Les gens voulaient évidemment partir, ils avaient d'autres choses à faire. C'était la veille de Cannes. Enfin, c'était... Et puis, finalement, ils sont restés. Et personne n'est parti. Et on a eu à la sortie des propositions. Donc c'était une très belle histoire, mais c'était affreux. Je souhaite à personne de vivre ça. Et donc on a commencé à travailler avec Paname. Dans notre cas, c'était les partenaires avec lesquels on avait vraiment, et la productrice et moi, eu envie de travailler tout de suite. C'était la bonne taille, c'était un film d'auteur. Il fallait quelqu'un qui puisse travailler de manière très artisanale sur la sortie de ce film, qui n'avait pas de star. Moi, j'étais inconnue. C'est une comédie romantique d'auteur, un peu à l'anglaise, un peu dans 2 langues, etc., un peu bizarre. Donc, il fallait quelqu'un qui n'ait pas 60 films à sortir et qui puisse avoir le temps. Voilà. Donc, tout ça, je l'ai découvert. Enfin, on pourra en parler. Puis, j'ai travaillé avec Florence aussi sur la sortie. Mais moi je crois que c'est exceptionnel comme relation. Je n'ai pas vécu le même compagnonnage du début à la fin. Ça a changé. Mais ce que j'ai compris, c'est que si on ne trouve pas le bon distributeur,
le distributeur, c'est ce que vous disiez, adapté au projet, on peut vraiment flinguer une sortie, en fait, tout simplement, même si le film est bon. Ça n'a rien à voir avec le film. Alors, on va regarder la bande-annonce de cette comédie si particulière. That's Sense and Sensibility. Okay, thank you. My favorite. T'as un bouquin de Jane Austen à conscient en toutes circonstances. Et toi, tu serais qui? Anne Elliot, dans Persuasion. Elle est consciencieusement passée à côté de son existence. La Jane Austen Residency m'invite à passer 2 semaines en Angleterre. Ils ont aimé les premiers chapitres de mon roman. Putain, t'as pas fait ça? T'as besoin d'un petit coup de pied au cul, c'est très bien, non? I'm Jane Austen's great nephew. Wow. I'm not really part of the fan club. I just think her work is a little overrated. Je suis avec l'arrière petit-neveu de Jane Austen. Il se la pète énormément. Méga balai dans le cul. Je parle français, vous savez. J'espère que vous serez inspiré ici. Vous n'avez aucun nouveau message et je vous rappelle que vous n'avez toujours pas écrit une ligne. Et si on allait faire un tour au pub? I'm in love with you. Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous étiez fait pour quelque chose ou pour quelqu'un? Que c'était juste une question de temps? Vous parlez de quoi là? D'écriture ou d'autres mecs? Oh, hello! J'ai pas couché avec un mec depuis 2 ans et je roule des pelles à mon meilleur ami. Bonjour, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà, c'était donc Jane Austen a gâché, mais aussi fait gagner ma vie. Laura Piani, est-ce que durant le processus, on vous a fait... vous disiez c'est important de choisir un distributeur calibré, qui n'a pas trop de films pour bien accompagner celui-ci. Qu'est-ce que ça change? Et évidemment, la question s'adresse aussi à votre voisin François Clerc. Qu'est-ce que ça change finalement d'avoir énormément... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait de bien accompagner un petit, entre guillemets, film? Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de grosse star au casting et c'était votre première réalisation. Alors, l'expérience que j'ai eue en les regardant travailler et en étant fortement invitée par eux à prendre part à cette sortie, c'est que pour ce film particulièrement, il fallait aller partout en France. Il fallait aller dans les petits cinémas, il fallait aller dans les petites villes, les moyennes villes. Il fallait qu'il existe, en fait, que les gens en parlent et que le bouche à oreille opère, parce que on n'aurait pas forcément toute la presse, tous les plateaux de télé, toutes les radios, en fait. Donc il fallait qu'on joue le jeu. Et bon, par ailleurs, j'espère que ça sera longtemps comme ça pour moi, mais quand on présente son film, en fait, on est très heureux. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience géniale de pouvoir discuter dans des salles avec des gens que je rencontre pas, et de parler de ce film, et de parler d'eux, il y a toujours des trucs qui déraillent dans les discussions. C'est ça qui c'est vachement intéressant, en fait, quand on est auteur aussi, d'être en face des gens et d'aller boire des verres après. Voilà. Donc, toute cette sortie-là, elle a eu du sens, je crois, parce qu'en fait, elle a permis au film de s'implanter de manière très modeste, mais un peu partout. On a fait finalement très peu de grandes salles dans les grandes villes, à part à Paris. Mais je crois que je connais enfin la France, en fait, grâce à ce film. François Clerc, vous disiez tout à l'heure, chez Apollo Film, voilà, on a une certaine ligne éditoriale qui est plutôt une ligne éditoriale de films art et essai. Non, commerciaux, nous. Oui, pardon, commerciaux par rapport aux films plus d'auteurs. On aime bien le cinéma art et essai, hein, je vous rassure. Bien sûr. Alors voilà, qu'est-ce que ça change d'accompagner des films comme ceux-là, qui sont plus populaires, par rapport à d'autres distributeurs qui accompagnent des films comme celui de Laura Piani? D'abord, je voudrais dire que Laura a eu un accident heureux, parce que Paname, qui est dirigé par Laurence Gachet, est une très bonne société de distribution. Et je pense que tu avais avec toi des gens qui avaient envie de travailler main dans la main. Donc, en tout cas, elles font un travail formidable. Et effectivement, alors, moi, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est on a vu 3 bandes annonces. Si je ne me trompe, on a vu une bande annonce Sonia Toucourt, on a vu une bande annonce Damien, Aparté, sur Les Mousquetaires.
aparté. Et puis une bande-annonce Beaux-Arts. Il y a donc 3 fournisseurs de bande-annonce. Vous ajoutez Filmanoid et Ends Up, et vous avez quasi 90% des gens qui font des bandes-annonces en France. Ensuite, vous avez vu des bandes-annonces de... Alors, 97 secondes, on s'en parlait avec Sonia. Toi, c'est plus long, 120. Ça, c'était un teaser. Voilà, ça, ce n'est pas une bande-annonce. Voilà. Et on revient sur le terrain des 100 secondes. Les bandes-annonces font 100 secondes. Et ça, c'est assez intéressant parce que je voudrais dire à quel point, dans la difficulté du métier, la bande-annonce doit pas du tout dépasser les 100 secondes. Et donc, il y a une vraie contrainte de temps. Alors, pourquoi elle ne doit pas dépasser les 100 secondes? C'est parce que vous savez qu'en France, on achète les bandes annonces dans les salles de cinéma et qu'on paye à la seconde, et qu'au-delà de 100 secondes... Pas chez les indépendants. Pas chez les indépendants. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu plus longue, celle de Laura. Mais comme on achète, il faut tenir dans ces 100 secondes, et que c'est une vraie gageure de faire tenir le film. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de off et de musique, et que c'est un viol. Parce qu'on en revient au principe de base, qui est que quand on fait du marketing et qu'on commercialise un film, c'est un peu ça le travail du distributeur, vous ajoutez la technique, et vous avez les 3 clés, les 3 métiers qui constituent une équipe de distribution. Quand on fait ce métier, toutes les solutions sont dans le film. Enfin, tous les problèmes aussi, mais on va dire que toutes les solutions sont dans le film. Donc, on va d'abord chercher les clés dans le film, qui sont, à qui ce film s'adresse, combien ils sont, où ils sont. Voilà. Donc, on va chercher. Puis après, effectivement, on trouve des solutions. Mais le format de la bande-annonce est un format compliqué. Et j'ai oublié votre question. C'était une très belle digression, mais surtout, vous spoilez la suite de notre échange. Ouais, j'aime bien. Non, mais justement, comment on établit une ligne éditoriale quand on est distributeur? Qu'est-ce que ça change d'être un distributeur plutôt commercial par rapport à un distributeur plus R&C? La façon. Alors, Apollo est une société qui s'est créée en 2017, donc on est en fait un jeune acteur de ce métier. Donc, quand on est arrivé. Enfin, quand on s'est posé la question de monter une société de distribution, effectivement, on s'est d'abord posé la question de la place qu'on pouvait avoir, et on a résolu ça de 2 manières différentes. La première, on a regardé qui était présent sur le marché, et on s'est dit qu'il y avait, même si on avait envie de faire du film à essai, qu'il y avait déjà beaucoup d'acteurs dans le monde à essai. Sur les 15 films qui sortent par semaine, il y en a 10 qui sont recommandés à essai. Donc on s'est dit que ça servait à rien d'aller sur ce marché-là, que beaucoup de distributeurs faisaient très bien ce métier. Vous avez vu, on a parlé de Paname, vous avez vu Haut et Court, Pyramide, Viafala, enfin je ne vais pas tous les citer, Le Pacte, qui est dans la rue d'à côté. Mais en tout cas, pour nous, c'était une place qui n'était plus à prendre. Quand Apollo se lance, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y en a une que tu as mentionnée avec, je ne sais pas quelle est la société qui est arrêtée, mais quand Apollo se lance, il se passe 2 choses. EuropaCorp arrête la distribution et Mars s'arrête. C'est vraiment ces années-là. Et donc, on a considéré qu'il y avait une place, puisque c'est cette ligne éditoriale qui était beaucoup chez EuropaCorp pour le cinéma français, et aussi beaucoup sur une partie du cinéma que Stéphane et Valérie faisaient chez Mars, qui était ce cinéma français populaire, entre guillemets. Et donc, on s'est dit qu'il y avait une opportunité, qu'on pouvait, nous, s'inscrire. La ligne éditoriale d'Apollo, elle vient aussi de qui j'étais avant. J'ai travaillé 23 ans chez Gaumont, 2 ans chez Studio Canal, et je n'ai fait que ce que je pensais savoir faire. Et donc, j'ai emmené ce cinéma-là. Quand je fais Louise Violet avec Christophe, j'ai dû lui dire 10 fois, c'est un film que j'aurais fait chez Gaumont, que j'aurais adoré faire chez Gaumont. Voilà, Pierre avait travaillé avec Gaumont. On a eu l'occasion de travailler ensemble, et c'était un vrai bonheur pour nous. Donc, on n'a fait que ce qu'on savait faire. Donc, on crée cette ligne en fonction de qui était présent sur ce paysage et de ce qu'on pensait savoir faire. Après, il y a un 3e paramètre qui n'est pas le moins important, c'est que pour investir dans les films, et je rappelle qu'un distributeur, pour chaque film, investit 3 fois. Il investit du MG, donc un avaloir commercial, qui permet au film de combler une partie de son gap. Il investit les frais de sortie, et les frais de sortie aujourd'hui sont autant importants, enfin, en termes financiers, on met autant en frais de sortie, voire plus, que le MG. Et puis, il investit son équipe, puisque le distributeur ne se paye que si le film génère non seulement des recettes, mais suffisamment de recettes pour couvrir
au moins ses frais de sortie, et puis si ce n'est son MG, voir sa part copro, s'il veut prendre des parts copro. Donc on investit 3 fois sur un film, et il faut faire attention à ces sommes-là, parce qu'elles sont très importantes. Ce qui m'amène à... on ne peut pas investir sur 30 films dans l'année. Il y a d'abord une limite financière. Ensuite, la durée de vie d'un film en salle, c'est à peu près 4 semaines. Donc sortir à un rythme inférieur, enfin plus de films, c'est obligatoirement, quand on a une ligne éditoriale, prendre le risque de se faire déprogrammer ou de perdre des places au profit d'un autre. Donc nous, en tout cas chez Apollon, on fait en sorte d'avoir peu de films en même temps à l'affiche. Ce n'est pas toujours facile, parce que il n'y a que 5 périodes de vacances dans l'année. Il n'y a que un 1er mai et un 11 novembre, qui sont les jours les plus forts de l'année. Il n'y a que 2 semaines 51 et 52 qui sont à plus de 6 millions de spectateurs par an. C'est les 2 dernières semaines de décembre. Donc on compose avec ça. Pierre. Oui, je voudrais faire un petit peu d'historique pour qu'on parle beaucoup bande-annonce. Évidemment, je trouve aujourd'hui que les choses ont... Je parle comme un vieux, mais c'est normal, je le suis. Donc, je refais un petit pas en arrière et je réfléchis à la bande-annonce quand j'ai commencé le cinéma il y a 40 ans. D'ailleurs, je suis vice-président de l'ARP, et quand j'ai été président pour la première fois, j'avais cette idée saugrenue de dire que l'interfilm, c'est-à-dire le quart d'heure entre une séance et une autre, appartenait... Enfin, en tout cas, à l'ARP, on trouvait que c'était une bonne idée, appartenait autant à la salle qu'au film, puisque les spectateurs venaient voir ce film-là. Donc, on avait nourri l'idée que la partie qui était pour le cinéma, c'est les bandes annonces devaient passer gratuitement, puisque tu parlais des 90 secondes et que chaque seconde est payante. Et donc, cette idée que l'interfilm appartiendrait tout autant au film, au producteur, qu'à la salle, on trouvait ça très fort, donc j'ai développé cette idée, puis j'ai été convoqué par les grands distributeurs et les grands groupes. C'était ma première présidence, j'ai eu 40 ans, ils m'ont dit « ça va pas être possible ». Donc on ne l'a pas fait. Donc on a abandonné cette idée et je repense quand même au premier film que j'ai écrit et produit, qui est Le Dernier Combat, film de Luc Besson, un film en noir et blanc. Et à l'époque, évidemment, il y a très très peu d'argent, et donc on fait nous-mêmes la bande-annonce parce qu'on n'a pas d'argent. Et c'est une époque où les bandes-annonces ne sont pas du tout dans le même principe qu'aujourd'hui. Les bandes-annonces, soyons clairs, hein, même la mienne, elles se ressemblent toutes un petit peu parce qu'elles sont condamnées à raconter une histoire pour que les gens qui vont pas beaucoup au cinéma voient déjà le film que ça doit être et qu'ils puissent situer son désir en face de cette préhistoire qu'on raconte. Parce que je suis sollicité par la télé, par les plateformes, par d'autres films. À l'époque, quand je fais ce film-là, on fait 150 films en France. Il y a 15 premiers films par an. Aujourd'hui, c'est 80 premiers films par an. Donc, il y a pléthore de films. Donc, au milieu de tout ça, il faut que la bande-annonce vous explique bien ce que vous allez voir. Que vous ne trompiez pas, que vous sachiez, si je sors une fois ce mois-ci ou en 2 mois, c'est cette histoire-là que je veux qu'on me raconte. Alors qu'à l'époque, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut créer du désir et du mystère pour que le spectateur ait envie d'entrer dans la salle sans savoir ce qu'il va voir. Pour lui créer, oui, une sorte de désir. Et donc, pour vous dire que nous, on a poussé le bouchon très très loin, c'est qu'on n'avait pas d'argent pour faire la bande-annonce du Dernier Combat, parce que c'était de la pellicule, c'était pas du numérique comme maintenant, il fallait payer. Chaque bobine coûtait de l'argent, il faisait une bobine en noir et blanc, etc. On s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas assez d'argent pour mettre de l'image pour la bande-annonce. En tout cas, que l'image nous coûterait cher. Donc j'ai écrit une bande-annonce qui était... j'ai utilisé tous les sons de combat du film, sur un écran noir pendant 1 minute, et on entendait comme ça pendant 1 minute, et à la fin il y avait marqué « Aujourd'hui vous avez le son, le 18 décembre vous aurez les images ». Non mais c'est vous dire que le podcast en guise c'était de très bande-annonce. inventif, et on a pris une bonne tôle. Le film n'a pas très bien marché, je pense que voilà, mais il a marché un petit peu quand même, hein. Il a lancé un cinéaste, et même 2 cinéastes, on peut dire. Donc, il y avait un mouvement, voilà. Mais on essayait de trouver des choses qui déstabilisaient. Et alors, donc, sur cet exemple-là, pardon, j'ai fini, on prend le 2e exemple. Quelques années après, je fais Force majeure, et là, j'ai pris goût à la bande-annonce. Et je fais une bande-annonce où, pareil, on ne comprend rien.
mais qui sont des extraits de Bruel, de Cluzet, qui disent non, pas toi, le truc, on ne bite rien pendant 1 minute, et le slogan c'était « Ils ont 2 semaines pour devenir des héros ». Et dès 14h, on a cassé la baraque. C'est là que j'ai compris que je ne comprendrais jamais rien, et que c'était bien de confier ça à des professionnels. Voilà. Décidément, vous avez tous très très envie de parler de bande-annonce. On y arrive. Juste avant. Juste pour une chose, c'est que la seule chose qui fera marcher un film, c'est la bande-annonce. La seule chose qui fera marcher un film, c'est la bande-annonce. Faire marcher un film marche arrive dans les salles. Il y a 2 paramètres, c'est la notoriété et l'envie. La notoriété, elle s'achète. L'envie ne s'achète pas. L'envie d'aller voir un film, elle est endogène au film. Elle est dans l'ADN des premières lignes qui sont écrites. D'accord ? J'ai écrit quelque chose, les gens diront j'en ai envie, j'en ai pas envie. Et c'est la bande-annonce qui matérialise ça. C'est un vrai paradoxe, parce que tu passes peu de temps à la table de montage de la bande-annonce, et tu y passes, mais c'est là où tout se joue. Alors que, on en parlera tout à l'heure, tu vois passer tout le monde, tous tes réalisateurs sur l'affiche. L'affiche, elle a une fonction symbolique absolue, elle restera dans le temps, elle sera derrière le bureau du producteur, du réalisateur, devant les boulangeries, dans la rue. Mais c'est la bande-annonce qui donne envie. Vraiment. Donc tout se joue là. Et le distributeur, il passe son temps sur la bande-annonce. Si c'est un bon distributeur, avec le réalisateur, avec les talents, il passe son temps sur la bande-annonce, parce que c'est là que ça se joue. Bah justement, on va encore en regarder une. C'est la dernière pour l'instant, et elle est pour vous, Christophe. Ça va ? Alors, on bloque tout, Oui. T'es prêt ? Je suis prêt. Je suis ravi de vous retrouver après mon premier film au nom de la Terre avec un documentaire cette fois. Un agriculteur est devenu le visage de la contestation. Je réponds parce que je crois que ça sonne souvent. Jérôme Bail. C'est un agriculteur que les journalistes ont beaucoup aimé. C'est quoi la question ? Les revendications. Je l'ai fait 860 fois. T'as pas autre chose ? Change. Et sa maman Lulu qui a 75 ans, c'est un personnage. Allez ! Pourquoi tu me fais parler ? Oh, j'écoute moi. Il partait où, Jérôme, alors ? Si le monde rural n'existe plus, s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de monde rural. Et c'est l'histoire de la France qui s'en va. Il me tenait la main, j'ai broyé la main. Je garantis qu'il couinait. Bien, bravo. Il veut être libre, c'est normal. Au moins tu peux t'exprimer quand tu es libre. Moi ce que je veux c'est construire. Et pour construire, il faut parler. J'ai le sentiment qu'on va s'en sortir. On sera obligé de s'en sortir parce qu'on ne mérite pas de crever. J'ai passé plus d'1 an avec Jérôme Bail, avec une petite famille aussi et un petit garçon qui a peur des vaches. C'est mon petit voisin, c'est un petit qui a découvert l'agriculture depuis 6 mois. Bah, comment ça ? Et c'est un peu, on va dire, l'enfant que j'ai pas. Vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire qu'on ne vous lâchera pas. Vous non plus. Vous non plus. On a prouvé qu'ensemble, on avait réussi à faire des choses. Ah mais tu te mets là toi ? Eh oui. Pourquoi ? Parce que c'est un effet de montage. Ah d'accord. Rural, le 4 mars, au cinéma. Et on compte sur vous. C'est donc le dernier film d'Édouard Bergeon, qui est cette fois un documentaire. Alors on voit bien que la bande-annonce joue sur le fait de raccrocher ça à son premier film, Au nom de la Terre, enfin son premier film de fiction, Au nom de la Terre, qui avait été un immense carton. Justement, en tant que producteur, quand vous avez comme ça, d'abord un auteur qui vient vous voir, qui n'a jamais fait de fiction, qui arrive avec son projet, puis le même, mais sur un genre on le sait, un petit peu plus difficile à placer, celui du documentaire. Comment est-ce qu'on positionne différemment ces 2 genres de films ? Je prends votre micro. Ça arrive rarement, mais c'est pas Édouard qui est venu me voir avec Au nom de la Terre, c'est moi qui suis allé les chercher. J'ai aucun mérite, hein. Je suis fils d'agriculteur, lui aussi, et j'ai vu un documentaire, parce qu'à la base il est journaliste et documentariste, j'ai vu un documentaire qu'il a fait sur le suicide des agriculteurs.
Mon frère était encore agriculteur et de temps en temps, mes sœurs me foutaient la trouille en me disant que mon frère allait mal. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Je suis devenu un Parisien, bobo, intello et donc forcément aussi de gauche. Pas le choix. Et donc, du coup, je suis un peu à distance de tout ça. Et donc, j'avais produit un film sur l'agriculture. Mes parents étaient encore vivants, qui s'appelle Une hirondelle a fait le printemps avec Michel Serrault et Mathilde Seigné. Et donc, je n'avais de cesse que d'espérer qu'un jour, je puisse reproduire un film sur l'agriculture. Et là, le drame, le suicide. Mais voilà, il fallait en parler. Et donc, Édouard avait fait un documentaire là-dessus. Je l'ai convaincu parce que c'était difficile pour lui. Il allait devoir mettre en scène la mort de son père, qu'il avait vécu dans ses bras. Il allait devoir se mettre en scène lui-même. Il avait 16 ans quand c'est arrivé. Donc, confier à un acteur le rôle de faire tout ça. Et il ne voulait pas. Et puis, je ne l'ai pas lâché. Donc voilà, après on a fait un autre film qui s'appelle La promesse verte. Et donc le film que tu as fait était une référence pour nous, tu t'imagines bien, puisque ça parlait aussi d'écologie, des conséquences de l'huile de palme en Indonésie, de la déforestation, etc. Voilà. Et puis on a 2 projets en écriture avec Édouard. Mais ça l'a gratouillé, si je puis dire. Il a voulu revenir à son premier job, faire du documentaire. Et je n'avais jamais produit de documentaire pour le cinéma. Et je me suis dit, mais oui, d'abord le sujet, bien sûr, et puis la rencontre avec cet homme, Jérôme Bail, qui est un sacré personnage. Plus, voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. Mais je ne sais pas quel est le rapport de tout ça avec l'objet du jour. Je vous posais la question de la sortie, justement, comment on positionne ces films. Ah, la sortie. On est allé naturellement, après que le distributeur... Moi, j'ai toujours été fidèle au distributeur avec qui je travaillais. Ça, François le sait. J'ai beaucoup travaillé avec Célérier, Mars Distribution, qui était un ancien du Studio Canal, un ancien de chez Jean Labadie, c'est là qu'il avait appris son métier, et un ancien aussi de la société de distribution que j'avais avec mes autres associés, la Zenec. Et donc, voilà. Mais là, j'ai aussi pas mal travaillé avec Diafana. J'aime bien cette fidélité que des producteurs et des réalisateurs, des réalisatrices peuvent avoir avec des distributeurs. Voilà. Mais Michel, il ne nous a pas calculé avec ce documentaire. Il dit, vous n'êtes pas sérieux, les garçons. Vous allez faire un documentaire pour le cinéma. Tu as 2 projets que j'attends. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder avec ça? Donc on lui a dit, pas de problème, Michel. On ne t'en veut pas. Et c'est normal. Un distributeur... moi, je dis ouvertement ici, publiquement, et on est filmé. Donc je vais me retrouver sur les réseaux sociaux, il va m'appeler en m'engueulant, mais parfois il y a eu trop de systématisme entre Stéphane Célérier, Mars Distribution et moi, et il a fait ça aussi avec d'autres producteurs, et je ne sais pas s'il lisait les scénarios que je lui donnais, il me disait oui tout de suite, et des fois il n'était pas adapté. Donc ça c'est un problème qu'il faut vraiment éviter, et donc c'était bien que Michel nous dise non. Comme ça, on est allé chez le distributeur qui fait du documentaire Jour de fête, qui est très très bon pour ça, qui a une très bonne équipe. Et donc, c'était le bon choix. Voilà. Tu ne m'en veux pas, Michel. Et donc, c'est Jour de fête qui distribue Rural. Pour le documentaire, vraiment. Alors, on a donc parlé de tout ce qui se passe vraiment en amont. Maintenant que le film est prêt, il va falloir lui trouver une identité visuelle. Et oui, on va parler de la bande-annonce. Mais d'abord... des affiches, et notamment les vôtres, Regman, qu'on va afficher, qui vont défiler derrière nous. Mais forcément, j'ai envie de vous poser la question. Vous allez voir qu'effectivement, Risque est un studio de conception d'affiches extrêmement prolixe. Mais d'abord, on a envie de vous demander, c'est quoi le secret d'une bonne affiche? Alors, le secret, il est très simple. Moi, je ne fais pas d'affiche de film. Le secret, c'est que c'est le film qui fait l'affiche. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Tous les ingrédients, ils sont dans le film et dans ceux qui l'ont fait, ceux qu'on parlait précédemment, c'est-à-dire effectivement, le producteur, le distributeur, évidemment le réalisateur. Et la partie qui m'intéresse aussi parfois, c'est les acteurs, parce qu'ils sont partie prenante, parce que c'est souvent leur tête qu'on va mettre sur l'affiche et ils ont leur avis à donner. Et souvent, c'est sévère. Voilà. Donc, en fait, en réalité, c'est un puzzle et on doit assembler... moi, mon métier, c'est d'assembler la subjectivité du projet,
enfin l'objectivité du projet, pardon, avec les subjectivités de tout le monde. C'est-à-dire le producteur, il a un point de vue, le distributeur en a un, souvent il le partage, mais parfois, tu parlais de Stéphane Sénérier, j'ai vécu des engueulades dans les bureaux entre toi ou Alain Attal, avec Stéphane, personne n'était d'accord, et moi j'avais la tête entre le marteau et l'enclume, avant que le réalisateur arrive, et qu'ensuite on dise on va quand même montrer aux acteurs. Donc en fait, le métier d'affichiste, pour caricaturer, c'est un peu le thanatopracteur du film. C'est-à-dire que le film est fait, il est dans la boîte, il est prêt à partir, et on va faire le packaging final. Et en fait, à partir de là, la magie, c'est très simple, c'est que ce que disait tout à l'heure François, c'est qu'on fait des souvenirs, on fabrique des souvenirs. C'est-à-dire que ici, tous les gens qui sont présents, ils ont forcément à un moment, on va leur parler d'un film et ils vont avoir une image en tête, c'est celle du film. Alors je m'excuse par avance par rapport à Sonia, ma vieille camarade, mon amie, mais non, vieille dans la durée, j'entends. Mais en réalité, souvent l'affiche, elle sert de repère en fait dans le temps. Et si je dis par exemple Alien de Ridley Scott, tout le monde voit l'affiche ou 80% des gens voient l'affiche. En tout cas, les gens de notre génération, ils voient l'affiche dans leur tête. C'est-à-dire qu'on fait un packaging et on se sert de ce qu'il y a dans le film. Voilà. Et comment ça se passe au départ? Vous avez un brief ou vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voyez du film Alors, moi, avant que commencent les allers-retours, j'entends. Alors moi, j'essaie d'éviter de voir le film d'une manière générale, sauf si on me force, mais d'une manière générale, j'essaie de ne pas voir le film parce qu'en fait, sinon, je peux ne pas aimer le film. Ça vous arrive d'aller au cinéma et de ne pas aimer un film pour X raisons. Je suis critique, donc oui. Voilà. Moi, je ne le suis pas, mais j'ai l'esprit critique, donc forcément, je vais avoir une vision prismée du film, et je préfère être dans le fantasme d'un spectateur. Et là où je rejoins François tout à l'heure, c'est-à-dire que la réalité, c'est que l'affiche, en fait, elle ne fait que fabriquer un packaging, mais elle ne crée pas spécifiquement une envie. Aujourd'hui, le débat d'autrefois, les gens ils passaient devant les cinémas, ils disaient ah, ça a l'air bien, il y a Jean Gabin, Michel Morgan, ça a l'air super. Aujourd'hui, c'est un peu différent, et la bande-annonce est au service de la création de l'envie. L'affiche, c'est vraiment le packaging, en fait. Elle fabrique une identité au film, et c'est vrai que ça se procède avec des codes, où on va avoir effectivement des affiches de comédie, des affiches de films d'auteur, des affiches de films d'art et d'essai, des films grands spectacles, des films, des blockbusters, voilà, comme Les Trois Mousquetaires, par exemple. Et donc forcément, c'est un métier où on est obligé de s'adapter. Donc, pour résumer, on ne fait pas d'affiches. Et donc le vrai truc, le plus important, c'est d'abord, on était graphiste. Moi, je suis un graphiste. Moi, mon métier, c'est graphiste. Je ne suis pas spécifiquement affichiste pour le cinéma. Je fais des affiches de théâtre aussi, je fais d'autres choses. Mais la réalité, c'est que si vous n'avez pas la culture du cinéma, si vous n'aimez pas le cinéma, si vous n'êtes pas en capacité de comprendre le cinéma, vous ne pouvez pas faire d'affiches de film. C'est trop compliqué. Parce qu'en fait, tous les intervenants, et notamment ceux qui sont là ce soir, sont tous des créatifs. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir une vision créative. Alors évidemment, il y a le réalisateur, mais il va travailler avec des acteurs, il va devoir leur transmettre son envie, le producteur doit accompagner ce projet. Quand vous allez mettre 10 briques, 15 briques, 20 briques, 50 briques dans un film, vous avez intérêt à avoir une vraie notion de ce que vous faites et à qui vous confiez les clés du projet. Quand on parle de Dimitri Rassam tout à l'heure, moi, je le connais moins que Martin, mais j'ai énormément de respect pour des mecs comme ça qui vont mettre 40 millions, enfin, qui vont aller chercher 40 millions, prendre des risques énormes et confier les clés à quelqu'un qui n'est pas de leur famille. Faut quand même se recentrer sur ce truc. Donc moi, je suis très humble par rapport à ça et je ne fais que du graphisme, en fait. Je cherche à créer une identité et à essayer... Mais pour ça, il faut comprendre le film. C'est-à-dire le sens de la fête qui vient de passer. Moi, quand Olivier Nakache et Eric Toledano sont venus m'en parler, ils m'ont dit ouais, on s'en sort pas. Et je leur dis mais votre film, c'est hyper simple. Tout le monde fait la fête. Il y a un mec qui fait la gueule au milieu, c'est Bakri. Donc c'est ça votre film, c'est un mec qui fait la gueule. Et j'avais pas vu le film, mais c'était évident. Bakri fait toujours la gueule. Donc vous appelez un film Sens de la fête et vous avez Bakri dedans, vous vous dites bon déjà il y a un problème, c'est antinomique, ça fonctionne. Donc forcément l'idée se fait comme ça en fait. Mais vous avez quand même un pitch.
Ou vous êtes... Bah oui, bien sûr, j'ai un pitch, j'ai le script, parfois il y a des photos, c'est très organique. C'est-à-dire que ce que disait par exemple tout à l'heure Christophe, c'est parfois on travaille en amont. Par exemple, sur Les Trois Mousquetaires, vous êtes contraint de travailler très en amont. Pour la bonne et simple raison que c'est un film qui est en costume. Et donc, si vous voulez faire des photos avant, il faut profiter du tournage, des costumes. Donc, c'est une organisation, c'est un barnum énorme de préparer ça, parce que vous n'allez pas faire les photos 6 mois après que le film est tourné, redéterrer les costumes, refaire les coiffures, reconvoquer Vincent Cassel qui fera la gueule de toute manière, qui va vous dire attends, je sais pas que ça va foutre, je suis au Brésil, je suis en train de faire du surf. Donc vous voyez, c'est compliqué. Donc sur ce sujet, vous êtes... Je sais que je suis filmé, mais je l'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Moi, et en réalité, en fait, vous êtes contraint selon les films. C'est pour ça que je dis, je fais pas d'affiche. C'est le film qui fait l'affiche. Quand vous allez travailler sur un film d'arrêt d'essai, peut-être qu'il n'y a pas de photographe de plateau, il n'y a pas forcément les moyens. On va aller chercher des images dans la copie. Donc, on fait avec ce que le film nous amène. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Martin, en voyant l'affiche, il y a l'affiche des Trois Mousquetaires, enfin une des affiches des Trois Mousquetaires qui est passée. Justement, cette affiche-là, qu'est-ce que vous en avez pensé et comment vous avez aussi peut-être donné votre avis dessus, ou pas d'ailleurs? Non, c'était assez collaboratif, comme le dit Reg. Effectivement, c'est des dispositifs qui sont en parallèle de la fabrication du film, pour les raisons dont tu as parlé, Reg. On a fait un shooting sur le parce qu'en fait, on n'a jamais... on dit souvent cette phrase, mais la deuxième chance de faire une bonne première impression. Et nous, on a dit, on refait Les Trois Mousquetaires. Il y a eu forcément une réaction de défiance par rapport à ce projet quand on l'a lancé. Il y a eu une réaction d'envie, sans doute aussi. Mais il y a eu quand même une défiance parce que le public français reste un public critique, cinéphile, et qui a, quand on se projette avec une proposition comme ça, de blockbuster ou en tout cas de film à gros budget, avec un casting comme ça, il y a forcément un endroit où le public se dit ils feront forcément moins bien que les Américains. Donc il y a une défiance quand les Français, que nous sommes tous, nous engageons sur un territoire qu'ils ne considèrent pas totalement légitime. Donc la première impression, elle passe par le visuel et elle passe par l'affiche, ou en tout cas elle passe par un shooting. Donc nous, il a fallu qu'on orchestre un peu ça. Et c'était notre première, finalement, affiche. C'était une couverture de première où on avait, au-delà même du cast écrit en annonce, film français ou autre, les visuels des gars et donc d'Eva en costume pour la première fois. Et ce qui nous a valu, évidemment, sur les réseaux, un saut de critiques très important, mais aussi, heureusement, certaines personnes qui semblaient être plutôt attirés par le projet. Et pour en venir à cette affiche-là, on a raisonné un peu à l'inverse parce qu'on a voulu d'abord créer un logo avant même une affiche. Et c'était ça la trajectoire de la conception de cette affiche à ce moment-là. Superbe. Alors j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur les deux affiches d'un même film, parce que je trouve que c'est assez intéressant votre travail, Rage, dessus, si on peut les avoir. C'est les deux affiches du film L'homme qui rétrécit. Reg, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces deux affiches? Quels sont les partis pris à chaque fois? La difficulté sur ce film, c'était en fait les effets spéciaux n'étaient pas finis. Donc il fallait imaginer des images sans avoir vu le film fini, puisque effectivement le mec il était soit censé être petit, mais dans les faits il ne l'était pas vraiment. Donc, en fait, cette affiche, je l'ai vraiment bossée avec Yann Kounen, le réal, qui a été... c'est un travail ultra collaboratif, puisqu'en fait, on a travaillé avec des images storyboardées du film, avec des tests d'effets spéciaux qu'il avait sur son portable, pour avoir les rapports d'échelle de notre genre national. Et puis en fait il y avait ce souhait d'avoir un rendu qui soit un rendu illustratif qui rende hommage au film des années 50 puisque L'homme qui rétrécit, pour ceux qui ne le savent pas, est un remake d'un film, The Shrinking Man, qui date de peut-être 55, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est l'adaptation d'un roman, tout à fait. Je ne sais pas si c'est Bradbury, tout à fait.
Et en fait, sur les couvertures, à l'époque, il y avait déjà ce chat, parce que c'est une scène emblématique du film, où effectivement le gars il fait 3 cm, et évidemment le chat qu'il avait, qui était son animal de compagnie, devient un prédateur terrifiant. Et donc moi, je trouvais que c'était une image hyper forte d'avoir ce mec tout petit qui s'apprête à affronter le truc le plus sympa du monde, c'est un chat, mais qui en fait, là, pour le coup, devient très menaçant. Et puis la seconde, c'était déjà de montrer Jean, parce que sur la première, il était de dos, donc ça posait un vrai problème au distributeur. Et donc il fallait mettre Jean quand même de face. Et bon, celle-ci, on l'a aussi conçue avec Jean, et puis avec les pattes de l'araignée. Bon, tout ça, c'est fait avec beaucoup de dessins, parce qu'effectivement, comme les effets spéciaux n'étaient pas faits, ça a été vraiment quasiment un travail de peinture, en fait. Donc c'était hyper passionnant à faire, et c'est une affiche, en tout cas personnellement, sur le plan... après, je sors du thème du marketing et de la distribution, mais sur le plan purement artistique, en ce qui me concerne, malheureusement, le film n'a pas rencontré le public, mais en tout cas, cette affiche-là, c'est une affiche que je revendique à fond. Moi, personnellement, je l'adore. Mais bon, enfin, ces deux-là, je les adore. Mais bon, voilà. En fait, la réalité, c'est que ce qu'il y a de très très compliqué dans ce métier, c'est que les affiches que les gens retiennent, c'est les affiches souvent sur les films qui ont marché. Donc je ne sais pas s'il y avait Emilia Pérez, par exemple, qui est passée. Emilia Pérez, ça a été un débat sans fin. Enfin, c'est un travail qu'on a fait avec Jacques Audiard. Et en fait, personne ne voulait de ce visuel. Personne. Parce qu'il n'y avait pas les actrices. Ça disait rien du film, et puis il y a eu Cannes, donc voilà, c'est la magie du truc, c'est que d'un seul coup ça débloque toutes les situations, et il se trouve que le film a marché, il est allé aux Oscars, enfin c'est un carton total, et donc forcément d'un seul coup l'affiche elle est géniale. Donc mais je le dis très honnêtement, c'est que c'est comme ça, c'est qu'il y a des films, vous n'avez pas de bol. L'affiche, moi, je sais le nombre d'affiches que j'ai fait dans ma vie. Il y a des trucs qui sont vraiment mortels. Moi, une des affiches que j'adore, c'est un film qui s'appelle Apache. Elle est passée là, et l'affiche, moi, je l'adore. J'y ai passé beaucoup de temps. C'est une éclate à faire. C'est une vraie illustration. Mais bon, après, le film, voilà, personne ne s'en souvient. Donc c'est assez injuste. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que je disais en préambule, on est graphiste avant tout. On n'est pas dans le process du cinéma, malheureusement. Alors François Clerc, vous nous avez fourni des photos de réalisateurs en train de découvrir leurs affiches. Ouais, mais ça va, j'ai passé en revue, personne n'est en train de vomir ou en larmes, tout va bien. Alors attendez. D'abord, je voudrais dire que Reg, quand vous regardez les affiches, vous voyez quand même, il y a une ligne graphique. Reg, il a une capacité à aller vers quelque chose qui plaît énormément au talent, c'est qu'il sacralise le film par son travail graphique, et je trouve que tes affiches sont toujours... Moi, je sais quand tu as fait une affiche, quand je la vois dans la rue, qu'elle vient de chez toi, parce que tu as quelque chose qui plaît énormément au talent, qui est que tu élèves le film vers quelque chose de très iconographique. Nous, on travaille sur des films, on travaille beaucoup sur cette réflexion que le film est souvent une marque, et donc tu as cette capacité à faire ça. Il y a toujours un moment fou, qui est le moment où les talents découvrent les visuels des affiches, et c'est vrai que moi j'adore les prendre en photo à ce moment-là. C'est une bonne idée. Ce qui vous permet à la fois de voir la façon dont ils sont complètement décontenancés, dont leur monde s'écroule, et en même temps d'avoir un aperçu, parce qu'on montre les affiches qui sont sorties, mais ça vous permet aussi de voir celles qui ne sont pas sorties. Et alors, sur Gemma Bovary, film d'Anne Fontaine avec Fabrice Lucchini et Gemma Atherton, les deux affiches qui sont très proches de lui, Fabrice et Gemma sont fous amoureux de ces deux visuels, qui sont qu'on aimait beaucoup, c'était dans le brief pour le coup, et on voulait quelque chose d'extraordinairement sensuel, et Anne Fontaine va les jeter pour quelque chose de beaucoup plus consensuel. Voilà, Eric et Olivier sur Samba. Samba, c'était pas simple à faire parce que c'est le film après Intouchable, et il fallait changer de case. Bien évidemment, t'en parlais tout à l'heure, quand on a des acteurs connus, on joue la tête des acteurs, donc on ne pouvait pas faire plus puisqu'on a fait 4 visuels. Ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'après ils donnent encore plus leur avis, donc là c'était un pari très risqué, quoi.
Voilà, donc on avait 4 visuels avec les acteurs. Mais ce que je voulais surtout, c'était saisir ce moment. Et alors, il y a tout le monde, hein, vous avez Cécile Gaget des Ventes Inter. Là, tout le monde est autour de la table, parce qu'on joue à la fois à la France. Il faut se dire que le film allait être présenté à San-Sébastien, donc on savait que c'était par l'Inter et San-Sébastien que le film allait être vu pour la première fois. Tu fais tourner le cas. J'ai pas une histoire derrière toutes les affiches, hein. Moi je voulais juste montrer ce moment. Mais je me demandais, en voyant justement celle de Samba, depuis quand on fait des affiches personnages avec tous les... Depuis qu'il y a des personnages j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais je me trompe peut-être du coup. Parce qu'aujourd'hui, vous avez... quand vous avez un film avec Pierre Ninet, quand vous avez un film avec Jean Dujardin, effectivement, Pierre Ninet va avoir un rôle fort. En plus, il est coproducteur de ces films. Jean, aujourd'hui, a la capacité à faire marcher un film, ou pas. Mais en tout cas, on joue. Ça, c'est un argument absolu, en fonction de ce qu'on veut faire, oui, bien évidemment. Donc c'est important vraiment de reconnaître les gens. Qu'on a distribué Joséphine Japy. Alors, c'est pareil, il y a des photos, il y a des films sur lesquels vous faites des shootings. Là, on est sur des photogrammes. Oui, tout à fait. Et l'avantage du cinéma, c'est qu'aujourd'hui, on a des photogrammes de qualité en 4K. Ah oui, c'est quand même mieux qu'avant. On peut sortir des affiches avec c'est une photo issue c'est une capture d'écran du film. Mais tu t'en parles mieux que moi, Régis. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient avec des obligations contractuelles. L'ordre des noms des acteurs, la taille des noms. La taille des noms, il paraît qu'il y a quand même beaucoup d'embrouilles autour de ça. Il y a l'ordre des noms. Souvent, on nous pose la question, on se dit mais pourquoi le nom de Jean Dujardin, il est au-dessus de la tête de Alexandra Lamy, et pourquoi Alexandra Lamy, il y a marqué Pierre Jolivet au-dessus. Alors voilà, donc on va dire ça c'est dans les contrats, donc. La taille de l'acteur doit être à 100%, le réalisateur doit être à 80% de la taille selon le contrat. Ensuite, il y a d'autres sous-acteurs qui vont être en second rôle, mais qui sont quand même très importants, donc on va les mettre à 70%. Donc tout ça, ça participe en fait à l'architecture et à la codification d'une affiche de film. C'est-à-dire que à un moment, vous pouvez prendre n'importe quelle image, vous mettez l'image, et puis après, dès que vous mettez le bloc ce qu'on appelle le billing block en bas, c'est-à-dire le crédit avec tous les gens qui ont travaillé sur le film, les logos, vous mettez le titre, vous mettez le truc, et en fait, d'un seul coup, ça devient une affiche, en fait. Donc après, là-dessus, il y a évidemment plein d'autres paramètres, mais c'est vrai que la codification d'une affiche, le travail sur le titre, très, très, très important. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que, souvent, on met de côté, en fait, mais le titre, c'est 75% d'une affiche. Parce qu'en réalité, quand les gens ils arrivent au cinéma, la première chose qu'ils font, ils ne disent pas « Ah, je veux voir le film avec le gars sur l'affiche, là, qui est sur un fond jaune et cadré comme ça, ou machin ». Non, en fait, ils disent le titre du film. Et c'est vrai que le titre du film, il vous induit déjà dans quelque chose de fantasmagorique. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, souvent, je ne vois pas le film. Et quand vous me dites « Les chemins noirs », c'est le livre adapté de l'auteur, j'ai oublié son nom, mais voilà, Tesson, voilà, qui est tout de suite. En fait, vous avez déjà une image, une idée préconçue, sans avoir même lu le film. C'est ça le truc qui est intéressant, c'est que nous, en fait, les Américains, ils appellent ça « you picture it ». C'est-à-dire qu'en fait, vous allez me dire quelque chose, me raconter un truc, et moi, je dois être en capacité, enfin moi ou mes équipes, puisqu'il y a mon camarade ici, qui est Patrick, et qui fait des affiches de films aussi avec nous. On doit visualiser. On part d'une feuille blanche, en fait, on visualise. C'est-à-dire que voilà, c'est l'histoire d'une nana qui part en vacances. Elle est avec son fils disparaît, et en fait, elle est au bord de la mer et elle commence à soupçonner qu'en fait, il y a un banc de requins qui a embarqué son fils. Bon ben voilà, donc à partir de là, vous dites, bon, j'ai la mer, j'ai un requin, j'ai un gamin qui a disparu, j'ai une femme. Et puis à partir de là, je vais vous dire, bon, la nana, c'est Monica Bellucci. Déjà, vous avez d'autres ingrédients. Et en fait, sans lire le script, vous avez déjà un premier magma qui se met dans votre tête. Vous avez déjà des ingrédients. C'est pour ça que je dis tout le temps, on ne fait pas d'affiche de film, c'est le film qui fait l'affiche. Parce qu'en réalité, c'est comme un cuisinier. Un vrai cuisinier qui travaille avec les légumes de son jardin. Le matin, il arrive, il dit, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai des tomates. J'ai du basilic, bon, j'ai des oignons, j'ai des patates. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et donc la réalité, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de recette, c'est que les ingrédients. Et après,
il faut assembler tout ça pour que ça plaise au maximum de gens, en tout cas parmi mes clients, en fait. Mais voilà. Alors, il faut assembler tout ça, c'est peut-être aussi ce que Sonia, vous dites. On va passer aux bandes annonces maintenant. Sonia, je me tourne vers vous. On disait que l'affiche créait le souvenir, la bande-annonce créait le désir. Est-ce que c'est vraiment votre point de départ quand vous travaillez, et comment vous travaillez? Est-ce que vous, pour le coup, vous êtes obligé d'avoir vu tout le film pour faire la bande-annonce? Oui, c'est vrai que c'est l'objet de tous les désirs, la bande-annonce, effectivement. On est là pour créer une envie, on est là pour un effet d'annonce d'un film qui va sortir. Effectivement, on va dévoiler les premières images d'un film, surtout. Donc, créer l'envie et jouer avec cette notion, je pense, avec les émotions. Moi, c'est un peu mon moteur, parce que le cinéma, c'est avant tout des émotions. On parlait d'histoire, évidemment. Il y a des thèmes. Un film, c'est une histoire, c'est des sujets, comme on peut voir, des sujets bien précis. Et la magie du cinéma, c'est avant tout les émotions. Donc, c'est un peu le credo que je donnerais effectivement à une bande-annonce. Après, l'obligation de voir un film, oui, parce que c'est ma matière première. Maintenant, moi, c'est vrai que je fais en sorte de surtout ne pas lire les scénarios. J'aime vraiment moi, j'ai besoin de travailler avec les images. C'est l'image, c'est la rythmique d'un film, c'est le jeu, les comédiens. Donc, on parlait des comédiens, effectivement, mais c'est aussi la mise en scène. C'est toute une alchimie, finalement, qu'il va falloir avec laquelle je travaille. Enfin, les ingrédients d'aller chercher pour créer une alchimie, justement. Et donc non, j'aime pas forcément lire les scénarios, parce que la lecture vous amène à une imagerie. Moi, ce que je veux découvrir, c'est effectivement le réalisateur, dans quel univers il va nous emporter. Donc je préfère découvrir vraiment les images. Alors après, est-ce que le film est fini entièrement ou pas? Ça dépend. Ça dépend. On peut arriver effectivement très tôt... Alors peut-être pas sur ce qu'on appelle une bande-annonce, mais on peut arriver très tôt sur un film pour ce qu'on appelle les ventes à l'inter, pour les promo-reels, ce qu'on appelle les promo-reels. Donc là, on est vraiment sur une partie plus B2B qui n'est pas du tout destinée au grand public. C'est vraiment quelque chose qui est destiné donc aux professionnels et qui va être... ça suit un petit peu le calendrier des festivals, dont certains gros festivals, où on va du coup faire l'annonce un peu, ou donner les images de ce qu'a Dimitri a mis déjà en mots pour annoncer ses projets. Mais en tout cas, voilà. Donc on peut arriver sur cette étape très en amont. Des fois, les réalisateurs peuvent être en plein tournage. Je pense qu'il faut expliquer ce qu'est un promo-reel quand même, parce que là, on utilise plein de termes que les gens forcément ne connaissent pas forcément. En deux mots, si tu veux bien. Un promo-reel, donc c'est ce qui va servir à présenter le film à des acheteurs internationaux, c'est-à-dire à prévendre le film sur les festivals tels que Cannes, Berlin, Venise, où vous avez des grands, ce qu'on appelle les marchés, les marchés de films, où se négocient les ventes à l'international d'un film. Donc ça permet aux professionnels étrangers de pouvoir se positionner sur l'achat des droits, en tout cas pour diffuser et exploiter ce film dans son pays, dans les pays respectifs. Alors, pour revenir à la bande-annonce, donc vraiment ce qui est destiné au public, j'aimerais qu'on en regarde une qui date un petit peu, c'est Femme fatale de Brian De Palma, et on la regarde parce qu'en préparant, vous nous avez dit c'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire dans une bande-annonce. I don't like that music anymore. Mind if I close the window? Cette salope nous a doublé.
Elle s'est cassée avec les diamants. Is this Nicholas Bardo? Speaking. You took a picture of Mrs. Watts? I'd like to buy it. I'm sorry, Mr. Schiff, but it's already been sold. Unsell it. We'll double whatever you got. That's very generous. I don't think you realize who you're dealing with, Mr. Bardo. We know all about you. I'm a bad girl, Nicholas. Are you flirting with me? Real bad. Alors, quand on se plaint parfois qu'il y a tout déjà dans la bande-annonce, bah là, pour le coup, il y a vraiment tout dans la bande-annonce. Sonia, est-ce que vous pourriez nous raconter déjà pourquoi vous avez décidé de faire ça et comment ça a été accepté? Voilà. Comment j'ai décidé de faire ça? Justement, j'étais déjà quand on m'a proposé de travailler sur le prochain film de Brian De Palma, j'étais déjà j'en tremblais de tout mon être. Et c'est Laurent Pétain qui m'avait confié ce projet. Et voilà, Brian De Palma, pour moi, ça me mettait la barre haute. Et je venais de monter ma société, elle avait à peine 2 ans. Donc je me retrouvais avec ce film, Femme fatale. Et pour moi, la barre était très haute. Et en fin de compte, j'avais pas d'idée, donc je cherchais. Et c'est vrai que ce film, ce que j'aime pas, c'est qu'on ait l'impression d'avoir tout vu dans un film. Enfin, des fois, c'est aussi ce que nous reproche le public parfois en nous disant mais on a vu tout le film dans une bande-annonce, ce qui est intrinsèquement impossible. D'une part, parce que comme tu le disais, voilà, on est à 100 secondes, donc les films faisant une moyenne de 1h30, 2 heures, c'est mathématiquement impossible. Sauf que là, je l'ai fait. Sauf que c'était un concept, et il fallait que ce concept quand même colle au film et à l'histoire. Et effectivement, l'histoire de ce film, il y avait quand même, vous voyez, les codes du film noir, où voilà, il y avait quand même un jeu de chat et de souris avec un acteur principal d'Antonio qui était un photographe. Donc il y avait cette notion d'arrêt sur image et cette notion de photographie. Et je me suis dit, quelque part, pour créer l'envie, c'est de donner quelques bribes de ce film et de m'arrêter sur les éléments essentiels. C'est-à-dire un petit peu ce jeu de chat à la souris, d'avoir des éléments, déjà une jolie fille, ça c'est exploitable aussi, et de surtout jouer à l'époque, oui. et de jouer justement sur le fait de mettre le spectateur en demande d'en savoir plus. Voilà. Et donc là, finalement, de voir comme ça se défiler les images, vous vous dites, mais il se passe plein de choses, on s'arrête, c'est très mystérieux, de jouer un peu avec le mystère et de jouer avec effectivement cette phrase qui ne me plaît pas beaucoup. Et je pense qu'en même temps, le public a raison, c'est pas agréable d'avoir la sensation d'avoir vu tout un film dans une bande-annonce, parce que du coup, le mystère ou un peu l'intérêt que vous pourriez avoir, ce désir est un peu gâché. Et sur le fait de présenter, je savais que si je présentais ce projet, c'était ça passe ou ça casse, parce que c'était vraiment un concept et ça marchait sur ce concept. Donc c'est soit le distributeur en premier était lui-même conquis, et en se disant voilà, ça peut être quelque chose
plaire au public. Et sauf qu'il m'a dit, moi je prends pas la décision, faut vous ayez présenté ça à Brian De Palma. Et je me sentais pas capable. Donc j'ai dit non, c'est pas moi qui vais présenter, c'est vous. Je vais pas présenter ce projet, même si c'est moi qui l'ai fait à Monsieur De Palma. Je me sentais pas la force ni le courage. Et Monsieur De Palma était entièrement conquis. Et il m'a dit, il a fait dire que j'aurais dû faire 2 fois l'effet de ralenti qui était dans son film, effectivement, quand elle était poursuivie et que derrière, qu'elle s'en allait et qu'après, elle était poursuivie. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dû rajouter, au premier projet que j'ai présenté. Enfin, que j'ai pas présenté, mais qui a été présenté. Mais donc, vous avez parfois des réalisateurs, Brian De Palma qui vous fait une petite remarque, ou Martin qui déboule pour vous dire, en fait, il faut remonter la bande-annonce. Ou changer 2-3 petites choses. Non, en fait, on essaie de soigner comme on peut nos névroses à l'approche de la sortie d'un film. Et on est plusieurs ici à partager ça, je pense. Et on a de temps en temps l'impression idiote, voire totalement fausse, qu'à l'image près, tout change. Et donc, moi, je peux m'endormir avec des obsessions et me réveiller le matin et dire c'est pas possible, il faut absolument que ça change. Et venir corriger, même si François le dira, c'est jamais à la marge parce que l'importance de la bande-annonce est telle que chaque petite modification apporte vraiment quelque chose de puissant pour le marketing. Mais ça peut m'arriver de venir, et j'ai le souvenir de ça avec Sonia sur Eiffel, et ça c'est arrivé à d'autres, où je viens comme ça, alors que tout est fini, que ça part en mix, et limite, on a l'impression que ça part dans 1 heure au mix, et je viens faire une mini-modification totalement invisible, qui moi-même, 2 heures après, je reviendrai, je ne saurais absolument plus laquelle j'avais faite. Et je me dis, voilà, ça y est, c'est bon. Ça peut partir. On a enlevé une image. Mais voilà, on nous pardonne parce que un film à sortir, c'est quand même compliqué, surtout pour nous tous ici présents. Pierre et Laura, quand vous avez découvert, alors Laura pour votre film la bande-annonce et Pierre pour peut-être d'autres de vos films, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites ah non, pas ça du tout, ou au contraire, waouh, génial? Non, parce que c'est le résultat d'un compagnonnage de longue date. On a beaucoup discuté avec le distributeur. Et puis, je dois dire que François, on a fait un film ensemble. Il n'est pas venu sur le plateau pour me dire tu fais pas plus de travelling là, tu veux pas plutôt faire un plan large? Non, il m'a laissé totalement tranquille. Les producteurs, on travaille ensemble, mais j'ai une grande liberté sur le plateau. Alors à chacun son métier. Et vraiment, à partir du moment où tout ça est fait, ils savent tout mieux, quoi. Enfin, ils font ça toute l'année. Ils se posent les bonnes questions. Donc tant que ça ne trahit pas l'idée, ça ne trahit pas profondément l'idée que je me faisais du film, de ce que je voulais raconter, tant que je ne me sens pas trahi, vraiment, je les accompagne. Alors, ils me demandent mon avis avec beaucoup de gentillesse, puis de temps en temps, je donne, évidemment, et puis peut-être que j'aide, comme disait Martin, à la création générale, mais vraiment, je reste très, très éloigné, j'essaie de faire au maximum confiance aux gens. Si je trouve d'un coup que c'est de mauvais goût, évidemment, je vais dire est-ce que vous êtes sûr? S'ils me disent oui, on est sûr, c'est eux qui aussi, il y a quand même une moralité dans tout ça, c'est eux qui payent. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est eux qui payent les frais de sortie, c'est eux qui vont payer les copies, c'est eux qui vont payer les affiches, et au nom de quoi, moi, je vais leur dire exactement ce qu'il faut faire. À partir du moment où ils respectent l'idée générale de ce que je me faisais du film et de ce qu'ils voulaient raconter aux gens, moi, je les laisse travailler, et puis de temps en temps, ils me demandent mon avis, et je le donne, et voilà. Moi, je crois que ce qui était intéressant dans mon expérience, c'est que j'ai été très impliquée pour la sortie française, donc pour l'affiche et pour la bande-annonce, bien sûr. Et je te rejoins, Martin. Moi, je crois quand même que le montage, la découverte des images d'une bande-annonce, c'est quand même une sensation physique, le montage. Quand il y a 1 seconde de trop ou 1 seconde de pas assez, on le sent physiquement dans son corps, surtout quand on connaît son film et qu'on l'a porté. Donc parfois, c'est quand même un immense soulagement de pouvoir changer 1 seconde. Moi, ce qui était intéressant, c'est que, par contre, quand le film a voyagé beaucoup, et il a été donc il est sorti aux États-Unis avec Sony Classic qui moi j'ai pensé que j'aurais la même relation avec tous les distributeurs partout dans le monde, et j'ai découvert avec les Américains qui ont été extrêmement respectueux et cordiaux, mais enfin qui c'est un gros studio américain, quoi. Ils s'en foutent vraiment de ce que les réalisateurs peuvent penser de leur bande-annonce. Ce qui était vachement intéressant par contre, c'était de comprendre que par exemple eux l'avaient positionné beaucoup plus en mélodrame romantique qu'en comédie.
Et donc la bande-annonce, elle a une totale autre tonalité. Et ça, d'un pays à l'autre, je trouve que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire ils connaissent leur public en fait quand même, ces gens. Donc moi, je connais le film que j'ai fait, mais eux connaissent leur public, et c'est très intéressant de voir qu'un film et une bande-annonce peut vraiment être très, mobile, quoi, s'adapter aussi au pays et au public. Je dois dire juste une dernière chose rapide. Je fais confiance à des gens qui se trompent 8 fois sur 10. Puisqu'il n'y a que 2 films sur 10 qui marchent. Donc, évidemment, 8 fois sur 10, ça ne marche pas. Et on est avec des gens qui disent, non mais moi, les affiches, je m'y connais. Hein, je veux dire, et la bande-annonce, je m'y connais. Et évidemment, ils sont absolument comme nous. Mais s'il y a un bon compagnonnage, on leur fait confiance, parce que c'est leur métier. Et ils vont souffrir presque plus souvent que nous. Moi, si un film ne marche pas, bon, je prends un grand coup dans la tête au bout de tous les 3 ans. Eux... Putain, mais qu'est-ce que vous prenez dans la gueule toute l'année? Je veux dire, vous sortez 8 films, vous savez qu'il n'y en a que 3 qui vont marcher, parce que c'est comme ça dans le monde entier. Il ne faut pas croire que les films américains, ça marche mieux que les films français. Dans le monde entier, il y a une déperdition. Du moment où vous faites des prototypes, vous avez 70 chances sur 100 que ça ne marche pas. C'est comme ça dans le monde entier. Dans la très belle cinématographie danoise, coréenne, américaine, évidemment, c'est toujours le même principe. Quand vous courez le risque de faire un prototype, vous avez 70% de chances que ça ne marche pas. Et eux, courageusement, ils font ça sur 10 films dans l'année, ils souffrent 10 fois de suite. Enfin, ils souffrent 7 fois. Et c'est un vrai métier, quoi. C'est éprouvant. Est-ce que vous pourriez parler de cette épreuve-là? D'abord, c'est pour ça qu'on n'en fait pas plus, hein, parce qu'on a une limite au masochisme. C'est marrant ce que tu dis, parce que vous aimez tous le cinéma, il y a cette légende absolue qui est que vous la connaissez, les Japonais de Sony qui rachètent la Columbia. Vous la connaissez? Ok, donc Sony fait des magnétoscopes, fait des Walkman, et à un moment donné, ils se disent, ah voilà, très bien, on a le contenant, ce serait bien qu'on mette la main sur les contenus. Qu'est-ce qu'il y a à racheter dans le monde? Paf, il y a la Columbia qui est à vendre. Et donc, il y a un avion de 50 Japonais qui part et qui arrive à Culver City, puisque Columbia, le siège est à Culver City, banlieue de Los Angeles, et il se retrouve en face des 2 patrons à l'époque de la Columbia. Et les 2 patrons de la Columbia, dont un des 2 est incarné par Bradley Cooper dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. En fait, ils ont en face d'eux deux vieilles personnes complètement burinées, avec des bagues partout, avec des grandes mises en pli, tout ça, parce que ces 2 patrons de studio, en fait, ont fait 2 métiers dans leur vie. Ils ont été coiffeurs, patrons de la Columbia. Et vous vous dites, c'est fou. C'est les États-Unis, c'est fou. Pas tant que ça, parce qu'en France, le patron de la Fox, qui s'appelle Steve Rubin, il a eu 2 métiers. Il faisait steward, patron de la Fox en France. Exact. Donc, c'est bien un truc commun dans le monde. Bref, je reviens à cette salle de réunion. C'est 2 patrons de studio, 50 Japonais en face d'eux. Et en gros, les Japonais leur disent comment ça marche. Et donc, ils disent, c'est très simple. Il y a donc 10 films. Les 7 premiers, quoi que vous fassiez, ils vont perdre de l'argent. Voilà. Faire ce que vous voulez, ils perdront de l'argent. Il y a le 8e et le 9e, ils vont faire ce qu'on appelle aux États-Unis break-even, c'est-à-dire en gros, ils vont être dans cette zone grise où ils vont gagner un peu, ils vont perdre un peu. Bref, vous direz qu'ils ont gagné. Ils sont dans cette zone grise, mais voilà, OK business, vous vous en sortirez. Et puis il reste le 10e. Et si vous êtes bon, le 10e, non seulement il gagne de l'argent, mais il rembourse les 7 premiers. Les Japonais demandent à s'isoler pendant une demi-heure, ils reviennent et disent on va faire que les 3 derniers. Et ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, l'autre vérité, c'est qu'on ne sait pas où sont les succès et les échecs. Et quand je vous le dis, on ne sait pas, on ne le sait pas. De Gaumont à Studio Canal à Apollo aujourd'hui, j'ouvre le line-up et je ne sais pas où sont les succès et les échecs. La vérité absolue, il y a 2 ou 3 vérités de ce métier. La première, c'est qu'on ne sait pas. Et que personne ne sait. Et que tant que vous n'êtes pas... Pourquoi il y a des distributeurs tous les mercredis matins à 9h, c'est pour essayer de savoir. Parce qu'on ne sait pas. La vérité, c'est est-ce qu'il y a 15 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, ou est-ce qu'on est complet comme le jour d'Intouchable, où on est complet au hall à 9h et on ne comprend même pas pourquoi on est complet au hall à 9h le matin. Ça, c'est une fois en 30 ans. Hein. Et donc, on est dans ce truc-là. Mais on vend, et je suis d'accord avec toi, on ne sait pas plus que vous, mais on a un enthousiasme, et puis on a investi, et puis on croit à ce qu'on fait, et on y va ensemble. Moi, j'ai une image pour ça, c'est vous faites un marathon, producteur, scénariste, réalisateur, vous faites un marathon,
vous faites les 41 premiers kilomètres, vous êtes tout seul, vous avez vos moments de joie, de peine, hein, les coups de mou un peu physiques, tout ça, mais vous êtes un peu tout seul dans votre course. Et puis, il reste le dernier kilomètre. Et là, vous avez un stade, et à l'entrée du stade, vous avez le distributeur qui est là, et qui vous dit, on va faire le dernier kilomètre tous les deux. Le seul truc, c'est, je ne sais pas s'ils sont 50 000 ou s'ils sont 2 dans le stade. Mais on va faire le tour de piste et on va le faire ensemble. On va se prendre par la main et on y va. Moi, c'est la plus belle image que j'ai du distributeur, c'est on prend les gens par la main, et puis on va aller jusqu'au jour de sortie, et puis soit le stade sera rempli, soit il ne sera pas rempli. Mais le moment le plus dur, c'est le moment, je pense, où vous passez de... Vous êtes tout seul dans votre ligne, et tout d'un coup, vous découvrez que vous êtes 15, en fait, et que vous êtes le 15e à arriver dans le stade, et que les autres sont déjà franchis la ligne d'arrivée. Parce que le distributeur, son métier, c'est aussi de vous faire prendre conscience que vous avez fait le meilleur film de la Terre, mais que vous êtes plusieurs à sortir le même jour, et qu'il y a peut-être un film qui est plus réussi, ou plus fort, ou plus fou, qui sort, et ça, c'est compliqué. Moi, je pense que le job du distributeur, c'est aussi d'essayer d'avoir conscience de cette concurrence. On va reparler de cette concurrence juste après. On va bien sûr en reparler avec les dates de sortie, mais d'abord je voudrais... On a donc toute la nuit, c'est parfait. Non, mais c'est justement, le temps presse et on n'a toujours pas entendu Florence Narozny, qui est donc attachée de presse. Et forcément, vous êtes un maillon indispensable pour savoir justement qui... déjà, j'imagine que vous êtes à une position... donc est-ce que déjà à votre position, vous arrivez à sentir un petit peu si le film prend ou s'il ne prend pas? François disait que c'était impossible de prévoir un succès. En général, nous, en tant qu'attachés de presse, on nous propose les films en 2 temps ou au moment du tournage, donc avec des réalisateurs avec lesquels en général on a l'habitude de travailler, avec qui on a une fidélité. Moi, je travaille régulièrement avec Michel Leclerc, avec Safi Nebou, avec Karine Tardieu, avec Baya Kasmi, avec Lucas Belvaux. Et puis d'autres, parfois, la belle rencontre avec Laura, on nous propose un film qui est déjà fini. J'ai eu un gros coup de cœur pour le film de Laura. Et effectivement, il y a 2 configurations et 2 types de travail un peu différents. Quand on commence à travailler dès le tournage, dès la lecture du scénario, ça permet de réfléchir, à faire venir parfois de la presse sur le tournage, de commencer à mettre en boîte des sujets. Donc ça, c'est une première étape. Mais parfois, c'est aussi au moment juste, on nous montre un film et il va sortir 3 mois plus tard. Donc on commence à travailler à ce moment-là. C'est moins confortable ? C'est différent. Non, c'est 2 aventures différentes. Et alors justement, votre métier, est-ce que ça va être d'essayer par exemple de cibler des médias qui seront de bons relais ? Ah oui. Donc quand on voit le film, moi je travaille sur des films qui sont entre les deux, qui sont des films d'auteur, mais assez larges, avec des sujets à défendre. C'est ce que moi j'aime bien faire, c'est trouver des axes... Voilà, ou des films qui ont une originalité, comme le film de Laura, qui est vraiment d'un seul coup un film différent, un film avec tout de suite un charme, une poésie, quelque chose que moi j'avais rarement vu et que d'un seul coup on se dit ah oui, il y a quelque chose. Et effectivement, que ce soit en termes de presse ou de distribution, Laurence Gachet a trouvé des axes pour séduire effectivement le public qui aime les comédies romantiques, mais le cinéma de Jane Austen et la littérature de Jane Austen. Et moi, effectivement, de trouver effectivement des journalistes qui vont avoir envie de parler de comédies romantiques, d'aller sur ces axes-là. Et donc, à chaque film, j'essaye de me poser la question de qui va pouvoir... être séduit par ce film et de faire une première projection que j'appelle moi un peu ciblée, où je ne vais pas faire venir tout le monde, mais des journalistes pour avoir un peu une tendance. Voilà. Est-ce que les retours de ces journalistes-là permettent déjà de sentir si le film va fonctionner ou pas ? Oui. Si effectivement dans la même projection on fait venir à la fois Télérama... Doucement, critiquez pas trop parce que je travaille pour eux.
Je le sais très bien. Télérama ou des médias plus... des féminins ou France Inter. On va savoir un peu dans quelle direction on va aller. Et si effectivement on va rester sur un cinéma, de la presse plus auteur, où il va falloir élargir, oui, là on commence à sentir une première tendance. Est-ce que ça sert encore aujourd'hui beaucoup d'avoir des relais médiatiques dits traditionnels, à l'heure justement où il y a aussi parfois des succès de films qui se jouent sur TikTok ? Alors moi j'en fais moins, des films qui se jouent sur TikTok, mais il y a effectivement des très beaux exemples comme Le Consentement, qui a démarré, je crois, grâce à des relais TikTok au premier week-end. Donc oui, c'est important. Pas sur tous les films, mais je pense qu'on ne peut plus maintenant se passer des réseaux sociaux, de la presse digitale. Il y a quelques années, on les oubliait, on les faisait pas spécialement venir aux projections. Maintenant, on ne peut pas faire sans eux. Je voudrais juste te dire sur... Rapidement, parce que vraiment, on manque Non, mais de un exemple, temps. parce qu'on est sur les réseaux sociaux. La sortie de mon dernier film, Les Algues Vertes, je découvre l'univers des réseaux sociaux. Je crois qu'un distributeur, le travail formidable qu'a fait Ouécourt, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez les écologistes, parce que vous avez les municipalités, parce que vous avez des personnalités, et que 3 ou 4 personnalités sur les réseaux sociaux peuvent faire basculer le bouche à oreille d'un film. Voilà. Les réseaux sociaux sont... Moi, j'ai découvert ça, c'est quasiment une des parties les plus importantes de la sortie d'un film aujourd'hui. Et les influenceurs. Mais ouais, est-ce que ça fonctionne, ça, vraiment, les influenceurs ? Certains influenceurs, je rejoins Pierre, sur des sujets particuliers, par exemple en l'écologie ou d'autres sujets. Oui, c'est important. Ça peut l'être. Il faut préciser une chose, hein. Au début, les réseaux sociaux étaient gratuits, entre guillemets. On arrivait quand même à faire en sorte que ce soit relayé avec l'aide de leurs algorithmes. Mais maintenant, de plus en plus, on dépense de l'argent qu'on ne dépense plus dans l'affichage, qu'on ne dépense plus dans le métro ou les culs de bus, mais qu'on dépense quand même encore beaucoup sur les films annonces. Et on achète de plus en plus de la data, de l'information, du ciblage. Tout ça, c'est la science marketing, qui est quand même un truc qui n'existait pas il y a 30 ans dans le cinéma. Et voilà, à qui ça s'adresse, etc. Et les réseaux sociaux, plus vous avez de moyens, plus vous pouvez faire en sorte que l'information remonte. Mais comme l'a dit François, vous allez acheter la notoriété. Donc voilà, le film, il est connu de tous. Tout le monde sait que ce film existe. Alors que l'envie, alors ni TikTok ni le reste peuvent faire le boulot, c'est l'envie. Alors, je veux juste préciser, il y a moins d'affichage effectivement concernant la partie qui nous incombe sur les affiches. Il y a moins d'affichage effectivement, mais les réseaux en fait nécessitent presque plus de visuels en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de ce qu'on appelle les déclinaisons, c'est-à-dire qu'on va avoir une affiche principale, mais vous parliez tout à l'heure des affiches personnages, des affiches collatérales, les personnages ou les affiches teaser et toutes ces choses-là. En fait, d'un seul coup, elles prennent vie. Là où nous, en fait, on les mettait dans un tiroir et elles partaient à la benne. En fait, on avait une affiche, le key art, le key visual, comme on dit. Et le visuel principal, et puis les autres dans les projets, on les disait, on l'utilisera peut-être, on verra, puis bon, faute de moyens, on ne l'affichait pas, ce qui est totalement compréhensible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à nous demander ça par rapport aux réseaux sociaux, au TikTok, et je pense que sur les bandes annonces, tu me confirmes, mais sur les bandes annonces c'est pareil, il y a aussi des bandes annonces qui sont faites plus courtes pour les réseaux, et c'est devenu une nécessité aussi. Qui n'ont pas le même format d'ailleurs, qui vont être en vertical. On a dû apprendre ça. Oui. À mon grand désespoir en ce qui me concerne. Communiquer sur des films, des images comme le fait Martin, où vous les ramenez en format vertical. Donc s'il vous plaît, regardez les bandes annonces avec votre téléphone comme ça. Alors j'aimerais vraiment qu'on vous entende, Christine Beauchemin-Flo, parce que c'est grâce à vous que le film arrive dans une salle. À un moment, vous êtes donc exploitante du cinéma Le Selecta. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui reste assez flou, comment ça se passe? Est-ce qu'on vous propose, j'imagine c'est un mélange de propositions et vous de choix de votre part,
que d'avoir tel ou tel film à l'affiche. Et je sais que vous riez avec François, parce que j'imagine que c'est parfois un petit bras de fer entre distributeurs et exploitants. Alors effectivement, programmer une salle de cinéma, ça relève de choix qui forcément à un moment sont subjectifs. Ce n'est pas une science exacte, et tant mieux. Rappelez quand même que, en tout cas pour ma part, je suis programmatrice, mais je demeure une spectatrice, et je le suis depuis toujours, donc j'ai besoin d'être animée par ça. Après, ça a été dit, il sort parfois jusqu'à 15 films par semaine. Moi, je programme 4 salles. Je fais ce qu'on appelle, alors pour certains distributeurs, c'est presque un gros mot, de la multiprogrammation. Ça veut dire que j'ai 4 salles, mais que je ne passe pas 4 films. Il n'y a pas un film dans chaque salle, mais plusieurs films à des horaires différents, avec l'idée que je connais, ça fait un petit moment que je fais ce métier, donc je connais un peu les pratiques du public. Ne jamais avoir la prétention, quand on s'occupe d'une salle, de dire qu'on connaît l'ensemble de son public. Évidemment non, mais on a quand même quelques intuitions. Et la particularité de la salle que je programme, c'est que je ne fais pas une programmation le lundi matin hebdomadaire en regardant les chiffres, mais une programmation mensuelle, très en amont, donc déconnectée des chiffres, souvent déconnectée de la presse. Et quand je parlais de subjectivité, à un moment, il faut bien que je l'assume, puisque c'est mon regard, mon intuition. J'apporte une précision aussi, je ne passe pas que les films que j'aime. Ce n'est pas ma salle de cinéma. D'abord, c'est une salle municipale, art et essai. Alors, il y a évidemment une mission de service public par rapport au fait d'être le seul cinéma de la ville, et des missions en termes de ligne éditoriale, parce que c'est un cinéma art et essai, et également en termes d'accompagnement de films et d'animation de ces films. On a beaucoup parlé des affiches et des films annonces. Je répète et je rappelle, ou si vous ne le saviez pas, je vous indique une injustice et une iniquité entre les salles. Les salles art et essai indépendantes payent leurs affiches. Ce n'est pas le cas des multiplexes ou de salles affiliées à des groupes. Et nous passons les films annonces parce que, en effet, l'image première d'un film est attractive pour le public. Nous les passons gratuitement. C'est dans ma salle, j'essaye de défendre une ligne éditoriale et je la décline sur les films annonces que je passe, qui évidemment correspondent aux films que je défends. Donc moi, ma première étape, c'est aller voir les films. Je ne sais pas programmer des films sans les avoir vus. Je ne sais pas choisir sans les avoir vus. Donc ça, c'est une partie assez formidable, passionnante, mais chronophage. C'est la première étape. Et après, en effet, alors pas le lundi matin, mais pratiquement, ça s'étale régulièrement. Il y a une négociation avec le distributeur, à la fois sur l'exposition du film, avec ma pratique un petit peu particulière et qui n'est pas la même et qui n'est peut-être pas aussi classique que tout le monde, mais qui néanmoins porte ses fruits, parce que j'ai la chance de m'occuper d'une salle et d'un cinéma qui marche bien, donc ça facilite quand même les choses. On a parlé de compagnonnage. Moi, j'ai l'impression, même si la salle de cinéma est la dernière roue du carrosse, que de m'inscrire complètement dans ce compagnonnage. J'espère encore qu'on croit les uns et les autres que sans la salle de cinéma, les films existent, mais ils existent autrement. Donc ce compagnonnage, il se décline dans le fait que même s'il y a une relation, une négociation commerciale parfois très ardue avec les distributeurs, qui sont donc les intermédiaires entre les auteurs, producteurs, réalisateurs et la salle, mais qu'on défend la même chose, c'est-à-dire le film. Et
quand je parlais de choix, je ne peux pas tout programmer. Un film que je choisis de programmer, j'ai évidemment l'espoir, le désir qu'il rencontre le public. Alors je m'amuserais à faire le ratio sur les 10 films, les 3 qui marchent, puisque moi, chaque semaine, j'ai à peu près entre 10 et parfois 12 films à l'affiche. Ça correspond malheureusement avec une réalité que vous connaissez sans doute, qui est une polarisation des entrées sur un certain nombre de titres. Mais l'intérêt d'une multiprogrammation, c'est essayer de casser la porosité qui peut exister et d'attirer un public qui vient voir peut-être une fois un film plus populaire parce qu'il a envie de divertissement et qui viendra voir peut-être un film plus exigeant. Donc la négociation avec le distributeur, c'est en effet le nerf de la guerre. Moi, je ne déroge pas, je pose pas en modèle ma façon de programmer, mais en tout cas, là aussi, par souci d'équité avec les différents distributeurs. Autre précision, alors j'en suis pas fière, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé d'essayer de défendre et de partager au mieux la diversité des films avec le public, c'est que et c'est pas une entourloupe que je fais au distributeur, comme je fais un programme mensuel à l'avance, je programme les films 15 jours, 3 semaines maximum, qu'ils marchent ou qu'ils ne marchent pas. Donc c'est un espèce de pacte avec le distributeur et je l'espère dans la notion de compagnonnage, de risque partagé. Vous disiez ne pas prendre que des films que vous aimiez, mais vous avez cité des raisons plutôt de mission, de service public et tout ça. Est-ce qu'il y a des films que vous aimez moins, mais que vous programmez pour le coup parce que vous pensez qu'ils vont faire des entrées? Alors, je suis pas très douée pour faire des pronostics sur les entrées, et ça va vous paraître paradoxal, mais j'adore me tromper. C'est-à-dire voir un film, imaginer qu'il va fonctionner, et puis m'apercevoir que dans ma salle et ailleurs, c'est pas toujours le cas. Non, l'idée c'est plus que je pense que même si on peut avoir une certaine idée du cinéma, il faut éviter l'écueil d'être sectaire. Et comme je le disais, moi je suis aussi spectatrice, j'aime toute forme de cinéma, et c'est le seul cinéma de la ville, il y a beaucoup de cinéma autour. Parfois j'ai pas envie que le public aille forcément ailleurs voir des films, certains films, et j'ai envie plutôt qu'ils viennent les voir chez moi. Donc c'est plus cette idée de le cinéma, ça peut être pluriel. Moi, même si je revendique l'identité, la ligne éditoriale RSC, il y a plein de formes de cinéma, d'émotion et de plaisir, et il faut essayer, c'est en tout cas notre rôle dans une salle, d'essayer de la partager, mais de suivre quand même. Je pense que c'est important aujourd'hui, où il y a en effet beaucoup de salles, beaucoup de concurrence, de cultiver une identité, et que notre public prenne des risques, parfois viennent voir un film sans savoir ce qu'ils vont voir, mais parce qu'il y a une équipe qui est invitée, voilà, qu'ils aient l'impression que dans nos cinémas, il y a de la diffusion, mais il y a aussi un supplément d'âme et autre chose qui peut se passer, qui relève aussi de l'humain, du partage et de la découverte. Merci beaucoup. Je crois que ça conclut admirablement bien cette discussion. On n'a pas pu parler de tout, j'en suis vraiment désolée, mais merci à tous et toutes d'avoir été là ce soir, et merci encore à l'ARP d'organiser ces soirées.